Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, le Club Soroptimiste International de Saintes est heureux d'accueillir les lycées de Bellevue, de Palissy, de Desclaudes et du Petit Chadignac pour cette matinée d'information. Nous remercions les proviseurs et les professeurs qui se sont mobilisés pour votre participation. Quelques mots pour vous présenter le Soroptimiste. Tout a commencé en Californie, quand des femmes se sont mobilisées contre la destruction des séquoias, il y a 100 ans. Déjà, on parlait d'environnement. Le mouvement est arrivé en Europe, et particulièrement en France, porté par le docteur Suzanne Noël, première femme chirurgien plastique qui réparait les gueules cassées des soldats de la guerre de 14-18. Maintenant, le Soroptimiste, qui signifie Sœurs pour le meilleur, est une ONG qui siège dans plusieurs institutions, dont l'ONU. C'est la plus importante organisation féminine au monde, présente sur les 5 continents. En France, il y a 100 clubs et 2100 femmes engagées. Les objectifs sont l'autonomisation et le leadership des filles et des femmes, la santé et la sécurité alimentaire, l'éducation, l'environnement et le développement durable, la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour l'éducation, nous offrons des bourses d'études à des jeunes femmes en difficulté financière. À titre d'exemple, je peux vous parler d'une étudiante brillante de Bellevue qui a fait des études d'art à l'école Estienne à Paris, puis a été admise à la Central St. Martin's School de Londres, taux d'admission 6%. Depuis le Brexit, les frais scolaires ont triplé, 30 000 € l'année. Et pas de bourse française, pas de prêt étudiant, ce n'est plus l'Europe. Nous l'avons aidée pour financer son parcours de 4 ans. Elle termine sa dernière année. Une nouvelle étudiante en licence en alternance de notariat au CFA de Saintes. Elle habite Metz, son stage est à Paris et les cours sont à Saintes. Elle n'y arrive plus, nous prenons en charge une part de son budget. Récemment, pour l'environnement, nous avons aidé au financement du voyage au Brésil pour la COP30 quelques élèves du lycée Desclaudes. Seulement 2 lycées représentaient la France et ils étaient de notre région. Le lycée de la Mer à Bourse-Franc, le lycée Desclaudes de Saintes. Pour la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, l'ONU a décidé d'une période d'activisme chaque année du 25 novembre au 10 décembre et a choisi la couleur orange pour symboliser cette campagne qui a lieu dans le monde entier. Alors si durant cette période, nous portons un accessoire orange, si des boutiques sont orangées, si des villes, des monuments sont éclairés en orange, tels que l'arc de Germanicus à Saintes, ce n'est pas un hasard, c'est pour dire stop aux violences. C'est dans ce cadre que nous vous proposons cette conférence « Vulnérabilité et soumission chimique ». La réflexion est venue après le procès de Mazan, dont vous avez tous entendu parler. Il y aura d'autres procès à venir. Je lisais en préparant cette réunion l'histoire d'un DRH qui droguait des candidates. À ce jour, on compte 240 plaintes contre lui. Soumission chimique, tout le monde comprend, mais pourquoi la vulnérabilité ? C'est en discutant avec un directeur de boîte de nuit que nous avons compris. Oui, il peut y avoir une soumission par quelqu'un d'extérieur, inconnu ou pas, mais aussi une vulnérabilité, parce que des clients arrivent alcoolisés et ou drogués. Ce directeur me disait, ces jeunes ne savent pas ce qu'ils prennent. Un soir, ils vont être agressifs, un autre soir, trop gentils. Et de toute façon, en situation de faiblesse physique et ou psychique. D'où l'idée de cette conférence pour informer, sensibiliser et ouvrir le dialogue. Le programme va se dérouler ainsi. Intervention de Madame Leila Chawachi, docteure en pharmacie, fondatrice du Centre de référence sur les agressions facilitées par des substances, le CRAF à Paris, experte nationale de l'enquête sur la soumission chimique auprès de l'Agence nationale de la sécurité du médicament.
jusqu'à 10h30. Ensuite, vous aurez une pause d'un quart d'heure et il y a une boîte qui va circuler où vous pourrez déposer vos questions écrites. À 10h45, intervention du commissariat de police de Saintes avec le brigadier chef, Madame Bukowski, et le gardien de la paix, Monsieur Pereira. À 11h15 viendra le temps du débat et des questions, avec la participation du docteur Dominique Cambon, gynécologue obstétricien au centre hospitalier de Saintes, expert près du tribunal de Poitiers et du tribunal de Bordeaux. Voilà, je vais appeler le docteur Chawachi. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez ou pas du tout? Donc, moi je suis le docteur Leila Chawachi, donc je suis pharmacienne. Je suis responsable suppléant du centre d'addictovigilance de Paris. On fait de la veille sanitaire sur les drogues, je vais vous l'expliquer. Donc je suis pharmacologue, je suis experte de santé publique, je travaille aussi sous la tutelle de l'Agence du médicament, c'est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Et je suis experte auprès d'eux sur l'enquête nationale soumission chimique. Donc c'est moi qui tous les ans rends le rapport d'expertise pour savoir quel est l'usage criminel des substances en France. En octobre 2024, j'ai fondé effectivement le CRAFS, c'est le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous en parler, de vous dire qu'est-ce que c'est, en quoi est-ce que ça peut être utile. Mais d'abord, on va essayer de déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur la soumission chimique, mais aussi sur la vulnérabilité chimique. Et vous comprendrez que pour moi aussi, parler de vulnérabilité chimique, c'est extrêmement important. J'aurai l'occasion, puisqu'on a 1h30 ensemble, de dérouler tout ça. Alors, on va commencer tout doucement. La première chose, c'est déjà de vous expliquer. Je vous ai dit que j'avais 2 casquettes. D'accord ? Donc, j'ai à la fois une casquette d'addictovigilante et à la fois, je suis pharmacologue au CRAFS pour la prise en charge des victimes. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi ces 2 structures et en quoi est-ce qu'elles sont complémentaires. Donc, le centre d'addictovigilance de Paris, on est une structure de santé publique et on est une structure réglementaire de santé publique, c'est-à-dire que nos missions sont définies dans le code de santé publique et on a des missions de veille et d'alerte. On va surveiller les complications en lien avec l'usage des substances psychoactives. Quand je parle de substances psychoactives, je parle aussi bien de drogues illicites, je parle aussi bien de médicaments. Le médicament peut être une substance psychoactive, elle agit au niveau cérébral, ça peut être des plantes psychoactives, en tout cas tout ce qui de près ou de loin peut altérer l'état de conscience, de discernement, moduler l'humeur, etc. Donc nous, on va surveiller les usages de ces substances, leur potentiel d'abus et de dépendance, est-ce que ça va accrocher, est-ce que ça peut rendre aussi addict en quelque sorte. Donc ce centre a la particularité donc, de faire ces missions de veille, ça on surveille de façon générale. On peut émettre des alertes sanitaires en disant attention, là il y a une problématique particulière qui doit attirer notre attention. Vous avez sans doute entendu parler des ballons et du protoxyde d'azote, donc il y a été aussi une alerte sanitaire qu'on a dû gérer au centre d'addictovigilance puisqu'on a eu des complications très graves suite à la consommation de ballons. Et puis, on a des missions d'appui et d'expertise. Donc, c'est auprès des autorités sanitaires, politiques. Donc, on travaille, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'Agence du médicament, mais on travaille aussi avec la MILDECA. C'est la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Donc, les missions qu'on fait pour eux, c'est soit, comme je vous l'ai dit, des missions consultatives. On va nous demander notre avis sur une situation, etc., le détournement d'un médicament ou l'usage d'une drogue, les complications sanitaires essentiellement. Mais ça peut être aussi des travaux de recherche scientifique. Donc, par exemple, moi, je suis investigateur coordonnateur d'une étude de recherche scientifique qui s'appelle GSC, GHB dans la soumission chimique, mythe ou réalité, où je prélève les cheveux des victimes et on fait des analyses auprès d'un laboratoire expert pour savoir si on a pu administrer une substance à l'insu de la victime qu'on retrouverait dans ses cheveux, par exemple. Donc ça, c'est des missions qu'on peut faire en tant qu'addictovigilant. Et puis bien sûr, on fait des animations territoriales, on informe comme je peux le faire aujourd'hui avec vous. On a une particularité à Paris parce que le réseau national d'addictovigilance, on est 13 centres sur l'ensemble du territoire national et chacun se répartit à un bout du territoire, 1 à 2 régions. Mais la particularité du centre d'addictovigilance de Paris, c'est qu'on est coordonnateur national de l'enquête soumission chimique, la fameuse que je pilote avec l'Agence du médicament. Donc ça veut dire que toutes nos petites antennes autour, donc dans le réseau national d'addictovigilance, vont essayer de capter le signal au mieux. Donc quelles sont les informations qui vont leur être remontées par les experts toxicologues, etc. Je vous en parlerai plus précisément tout à l'heure,
pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on utilise les médicaments, les drogues de manière détournée, notamment à des fins criminelles ou délictuelles. Ils nous remontent toutes ces informations et nous, on est les coordonnateurs. On va faire l'évaluation des cas, on va faire le rendu du rapport d'expertise et on va restituer tous ces résultats aux autorités sanitaires et politiques pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe, puisque c'est une enquête qui est institutionnalisée. Je vous l'expliquerai ensuite ce que ça signifie une enquête institutionnalisée, parce que c'est en ça que c'est particulièrement original en France. La dictovigilance, d'ailleurs, n'existe qu'en France, en tant que telle, c'est-à-dire une vigilance dédiée aux substances psychoactives. Ailleurs, il y a la pharmacodépendance, la pharmacovigilance, etc., mais pas la dictovigilance proprement parlée. Ce qui est important à avoir en tête dans cette étude de veille sanitaire, c'est qu'on travaille essentiellement, donc moi mon quotidien, je travaille avec les experts toxicologues analystes. Donc ce sont les experts toxicologues en fait qui vont faire les analyses sur réquisition judiciaire la plupart du temps, donc suite à un dépôt de plainte. On travaille beaucoup avec les médecins légistes, bien évidemment. On travaille avec les services de police et de gendarmerie, surtout leur bras scientifique, donc l'Institut national de police scientifique, l'Institut de recherche en criminalistique de la gendarmerie nationale. Et puis on travaille également avec les centres antipoison parce qu'ils peuvent être contactés dans le cadre de leur travail dans la réponse téléphonique d'urgence. On peut passer aux urgences et puis avoir besoin d'avoir un avis d'un toxicologue pour la gestion d'une intoxication, ce qu'on appelle nous dans notre jargon un toxidrome. Donc l'objectif de cette étude, vous l'avez compris, on ne va pas être capable de recenser tous les cas. Parce que vous le savez sans doute, la plupart de nos données, quand je vous les ai présentées là, ça va être soit des victimes qui ont déposé plainte, donc autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, moins de 10% pour les violences sexuelles, peut-être encore moins quand il s'agit de soumission chimique dans ce cadre-là. Et puis vous avez sinon les cas les plus critiques qui ont nécessité un passage aux urgences pour que les urgentistes nous les envoient. Et bien sûr, on a des appels maintenant de plus en plus fréquents avec des victimes elles-mêmes ou des proches ou de l'entourage, mais ça reste quand même, au départ, en tout cas, ce n'était pas ce qui était le plus remonté dans notre étude. Donc on ne peut absolument pas compter les victimes et vous dire exactement combien elles sont. Alors c'est pas que nous, personne ne peut vous le dire à l'heure actuelle. On voit le sommet, du petit bout de l'iceberg. Et donc c'est important de le considérer, parce qu'il faudrait que la victime déjà souhaite déposer plainte, qu'elle ait fait assez rapidement la démarche du dépôt de plainte pour lui permettre des prélèvements conservatoires de sang et d'urine. Et quand bien même on aurait prélevé le sang et l'urine pour les conserver, c'est ça, des prélèvements conservatoires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être analysés, mais par contre le magistrat pourra dire si on va plus loin dans l'enquête, vous pouvez les exploiter. Et là, c'est soumis au pouvoir discrétionnaire du magistrat. C'est pas parce qu'on vous a prélevé que vous aurez des analyses, ça va dépendre de l'enquête. Et donc, vous savez qu'il y a beaucoup de classements sans suite, et j'en passe. Donc, en réalité, moi, je vois les cas qui ont été expertisés. Donc, quand je vous dis le petit bout de l'iceberg, c'est pas une vue de l'esprit, c'est réel. On voit pas grand-chose, et déjà dans ce qu'on voit, c'est énorme. Donc, le phénomène, on peut l'imaginer infiniment plus vaste que ce qu'on observe de notre toute petite lorgnette. Une fois que je vous ai dit ça, c'est certainement pas pour vous dire que cette enquête ne sert à rien, que circuler n'a rien à voir, parce que sinon je ne me tiendrai pas devant vous. C'est simplement pour que vous ayez le recul critique des résultats que je vais vous présenter plus tard, ou en tout cas des constats que nous on fait sur notre enquête. Cette enquête, elle est ultra importante. Et si elle est ultra importante, c'est parce que moi, le nerf de la guerre pour moi en tant que pharmacologue spécialisé, moi je veux savoir c'est quoi les modes opératoires criminels. Et ça, je ne peux pas le faire avec des hashtags. Moi, j'ai besoin de savoir c'est quoi les substances qu'on utilise, comment est-ce qu'on les a administrées aux victimes, dans quel contexte, quel était l'objectif, pour quel type d'agression, est-ce qu'il y a eu des expressions cliniques particulières sur les victimes, est-ce qu'il y a eu des mises en danger, etc., etc. C'est ça le nerf de la guerre, pour moi. Et donc, le nerf de la guerre, il se fait qu'avec les experts toxicologues, parce qu'il n'y a que des experts toxicologues qui peuvent me dire, dans ces urines, dans ce sang, dans ce cheveu, ces ongles, peu importe, ça dépend de l'enquête, on a retrouvé telle et telle substance, parce que c'est un expert toxicologue qui saura avoir les machines qu'il faut pour faire ces analyses. J'insiste beaucoup là-dessus, sur que ce n'est pas n'importe quel laboratoire qui peut travailler sur ces données-là, c'est pour ça qu'on travaille avec les experts aussi. La plupart du temps, quand vous allez en ville, dans un laboratoire ou même à l'hôpital, on vous fait ce qu'on appelle des analyses toxicologiques immunochimiques, ça s'appelle comme ça. L'immunochimie, elle ne vous permet pas de retrouver la soumission chimique. En tout cas, il y a des risques de faux positifs et de faux négatifs qui sont énormes. Très simplement, pour vous l'expliquer, quand vous faites de l'immunochimie, la plupart du temps, c'est des examens de routine pour vérifier, par exemple, si vous êtes observant sur votre traitement, pour vérifier si quelqu'un, par exemple, a essayé de mettre fin à ses jours en avalant beaucoup de médicaments. On est dans des doses très importantes, des concentrations très importantes qu'on essaye de révéler. Et puis surtout, on sait plus ou moins ce qu'on cherche.
En soumission chimique, ça n'a rien à voir. En soumission chimique, on ne sait pas ce qu'on vous a administré. Donc il faut qu'on cherche toute substance qui peut altérer l'état de conscience ou de discernement. Ce sont des centaines et des centaines et des centaines de substances possibles. D'accord ? On aura l'occasion de le redéconstruire ensuite. On va rechercher une substance que potentiellement on vous a administrée qu'une seule fois, à faible dose, parce que l'agresseur n'a aucun intérêt à devoir mettre beaucoup de produits. L'objectif, c'est qu'il agisse à très faible dose, ce médicament ou cette drogue. Et puis ensuite, souvent, on vous a prélevé à distance d'effet, parfois jusqu'à 5 jours pour le sang et l'urine, parfois plus dans le cheveu. Donc il faut qu'on soit capable de retrouver des micro-traces de tout ce qui, de près ou de loin, peut altérer votre comportement. Donc c'est pour ça que c'est une science forensique. Là, on parle de criminalistique. On n'est pas en train de parler d'examen de routine. Alors, vous aurez l'occasion de comprendre pourquoi tout ce qui est bandelette, test et j'en passe, je vais vous déconstruire ces idées reçues. Dépensez pas votre argent pour rien, ça ne sert à rien et c'est extrêmement culpabilisant. D'accord ? Donc, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et effectivement, l'objectif de cette étude va être de, justement, identifier les substances, connaître les modes opératoires. Moi, le nerf de la guerre pour moi, c'est le mode opératoire. Comment les agresseurs agissent. D'accord ? Et l'objectif, c'est pas uniquement d'observer l'évolution de nos courbes et de se dire, formidable, ça évolue, il y a de nouveaux modes opératoires criminels. L'objectif, c'est justement de mettre en place, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une étude institutionnalisée. Donc on travaille pour l'Agence du médicament. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était une structure réglementaire de santé publique. Donc en fait, l'objectif pour nous, c'est de prendre des mesures qui vont au maximum essayer de sécuriser l'usage du médicament, par exemple quand c'est un médicament, ou de classer une substance interdite qui ne le serait pas encore classée et qui serait dangereuse. Le plus connu qu'on a pu faire, par exemple, c'est le cas du Rivotril. Ça, c'est un médicament qui est un antiépileptique. Et donc, on a vu être largement détourné dans le trafic de rue, largement consommé à des fins de défonce, largement consommé aussi dans des usages criminels. Donc, ce médicament, à la base, il n'a l'autorisation de mise sur le marché que pour l'épilepsie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a davantage de prescriptions qui ont eu lieu pour plein d'autres raisons, pour des douleurs, pour de l'insomnie, pour de l'anxiété, etc. On a le droit de faire des prescriptions hors autorisation de mise sur le marché parce que la réglementation ne va pas à la vitesse de la connaissance scientifique et les médecins sont parfaitement habilités à le faire. En revanche, à partir du moment où on découvre qu'il y a un dérapage et qu'au contraire, malheureusement, ces substances sont malheureusement détournées à des fins de défonce, c'est pour ça que la dictovigilance va sonner l'alarme en disant attention, le médicament, il y a un problème. À chaque fois qu'il est prescrit en dehors de ce cadre, il est détourné et il renfloue le trafic, ce qui n'est pas le cas d'autres médicaments, mais c'est le cas pour celui-ci. Donc ce médicament, quand on l'a identifié comme tel, par exemple, il a subi une batterie de modifications réglementaires. Je vous donne des exemples concrets pour que vous compreniez. C'est un médicament qu'on a réservé en primo-prescription, c'est-à-dire le premier médecin qui vous le prescrit est obligatoirement un neurologue ou un pédiatre. Comme ça oblige qu'on vous le prescrive strictement dans le cadre d'une épilepsie. Ça peut être renouvelé par un généraliste, mais pas en primo-prescription. C'est un médicament qui est passé de liste 1 des substances vénéneuses à assimilés stupéfiants. Parce qu'en obéissant à la partie de la réglementation des stupéfiants, ça va être beaucoup plus strict, le contrôle de ce médicament. Donc par exemple, il est passé sur ordonnance sécurisée. Sur ordonnance sécurisée, c'est comme un papier de banque. Vous voyez, les pharmaciens, ils sont formés, dans les bancs de la fac, on fait tout ça, on nous forme à reconnaître une fausse ordonnance. Parce que pour une ordonnance sécurisée, il y a un grammage particulier, une couleur particulière, un filigrane, des modalités de prescription. Un pharmacien d'officine regarde une ordonnance sécurisée, il vous dit tout de suite si c'est une vraie ou si c'est une fausse. Il sait faire, il a été formé pour ça, c'est le gardien du poison, comme on l'appelle. Donc, effectivement, de la mise sur ordonnance sécurisée, ça devient très compliqué de falsifier les ordonnances. On a aussi réduit la taille des conditionnements, c'est-à-dire que dans une boîte, vous avez moins de comprimés pour éviter de faire du stockage. On a par exemple réduit aussi la durée de délivrance. C'est tous les 28 jours qu'il faut renouveler le traitement. Alors qu'avant, on pouvait faire une prescription pour 6 mois, renouvelable une fois et on se revoit dans un an. Et vous stockez. D'accord ? Ce sont des exemples que je vous donne pour que vous compreniez concrètement ce que ça veut dire une enquête institutionnalisée. Et puis on a été jusqu'à modifier également la couleur, donc on a rajouté un colorant bleu pour essayer, c'est un grand mot, prenez ça avec des pincettes, ce que je vous dis, de déjouer au maximum des tentatives de soumission chimique, en tout cas rendre ce médicament moins attrayant pour les agresseurs. Parce que les agresseurs vont tous rechercher des substances qui vont être incolores, inodores, solubles dans l'eau, etc., etc. Amnésiantes, à demi-vie courte, et j'en passe, c'est-à-dire qui s'éliminent rapidement dans le sang et les urines. Donc,
Bien sûr, il ne faut pas être naïf. Si on met une couleur dans un médicament, évidemment que l'agresseur trouvera le moyen de mettre ça dans un verre opaque. Si on met un amérisant, il mettra dans le jus de pamplemousse. Enfin, on le sait, ça. Mais par contre, à partir du moment où on a identifié des propriétés qui vont intéresser l'agresseur, on va essayer au maximum de les déjouer. Maintenant, on sait qu'il y a des industriels qui font aussi, par exemple, plusieurs verrous galéniques. Il y a aussi bien une couleur, mais aussi une saveur, mais aussi un surnageant. Comme ça, si on ne voit pas la couleur, on voit des petites particules qui flottent. Ça, c'est le génie galénique. Mais en tout cas, les pharmaciens travaillent aussi à essayer au maximum de sécuriser. Avec l'agence du médicament, on a demandé à l'ensemble des industriels pharmaceutiques de penser dès le départ, dès la phase de développement et de recherche d'un médicament, à chaque fois qu'il a des propriétés qui intéressent l'usage criminel des substances, et de mettre des verrous sur le plan galénique. Galénique, c'est juste la recette du médicament. C'est très compliqué, ça modifie beaucoup la distribution du médicament et du coup son efficacité. Donc c'est des choses qu'il faut faire dans le temps très très long. Parfois on change juste un ingrédient d'un médicament et oui, c'est la fin du monde, donc il faut faire très attention. C'est pour ça que ça, c'est des mesures qu'on va prendre dans du long terme. Mais là, vous avez l'image globale de tout ce qu'on peut mettre en place à partir de ce type d'enquête et pourquoi c'est si important pour nous, à défaut de pouvoir compter le nombre de victimes, de savoir quels sont les modes opératoires, parce qu'on doit agir sur la réglementation du médicament. Donc voilà, c'est prendre des mesures de prévention qui soient adaptées et actualisées, et qui soient basées sur des faits confirmés avec des données fiables et robustes. Donc ça, c'est la première casquette, addictovigilance. Sauf qu'on a une deuxième casquette. Récemment, j'ai fondé le CRAFS. Donc le CRAFS, c'est le centre de référence sur les agressions facilitées par les substances, et celui-là, il est tout seul, c'est un dispositif national. D'accord ? Le CRAFS, en fait, c'est un centre ressources, c'est une plateforme qui va justement vulgariser tout ce que je vous explique là, qui explique ce qu'il en est, c'est quoi une soumission chimique, c'est quoi une vulnérabilité chimique, etc. Et c'est surtout, et en ça c'est votre outil, il vous appartient dès aujourd'hui, c'est un dispositif national de téléconseil spécialisé. Donc en fait, quand vous suspectez une soumission chimique, c'est le CRAFS qu'il faut appeler. Bonjour madame, je pense qu'on m'a drogué à mon insu, voilà ce que j'ai décrit comme symptômes, qu'est-ce que je peux faire ? D'accord ? Donc c'est adressé aux victimes, c'est adressé à l'entourage, c'est adressé également aux proches et aux témoins, et puis aussi aux professionnels. Et quand je dis professionnels, c'est quels que soient les professionnels, pas nécessairement des professionnels de santé, des policiers, des gendarmes, des magistrats, tous ceux qui veulent bien, des éducateurs, etc., etc. Dans notre structure, nous sommes toutes des femmes. Alors, j'insiste pas dans la structure en elle-même. Bien sûr qu'il y a des hommes et des femmes et que l'implication des hommes dans cette cause nous est extrêmement précieuse. Nous avons plein d'alliés hommes, mais je parle vraiment de derrière le téléphone. Ça, c'est un choix délibéré qu'on a fait, de mettre uniquement des femmes derrière le téléphone. Parce que comme ça concerne beaucoup les cas de violences sexuelles et que malheureusement, dans l'écrasante majorité des cas, les auteurs de violences sexuelles sont des hommes, c'est pour ne pas créer de la survictimation quand on a la personne au téléphone. Et malheureusement, beaucoup de femmes raccrochent quand elles entendent une voix masculine. J'ai même pas dit une voix d'un homme, une voix masculine. Donc nos opératrices, elles ont toutes comme moi une petite voix toute douce qui ronronne pour rassurer les gens. Parce que c'est important tout de suite au téléphone de se sentir enveloppé, sécurisé, en confiance, etc. Et donc parfois même une voix juste masculine fait que la personne raccroche le téléphone. Donc ça, c'est le point qui est important. Donc on est des femmes, mais ce n'est pas notre seule qualité. Donc nous sommes évidemment des pharmacologues, nous sommes expertes en santé publique, nous sommes spécialisés dans l'usage criminel et délictuel des substances et on est formés sur les violences sexistes et sexuelles et sur le psychotraumatisme. Parce que c'est une hyper spécialité. Quand on a un cancer, on va voir son oncologue. Eh bien, quand on suspecte une soumission chimique, il faut contacter un pharmacologue spécialisé. On aura l'occasion tout à l'heure de bien l'expliquer. Donc bien sûr, on ne travaille pas seul, on a de très nombreux partenaires, notamment les maisons des femmes, etc. Et nous, bien sûr, on n'est pas là pour prendre en charge et accompagner les victimes, on est vraiment là pour les orienter. C'est pour ça qu'on a autant besoin de partenaires. On doit connaître le maillage territorial et puis orienter nos victimes et les professionnels vers ces structures qui vont les prendre en charge. Donc, vous voyez, vous avez d'un côté un bras qui est de la vigilance sanitaire, de l'alerte sanitaire, de la réglementation, et de l'autre côté, vous avez la prise en charge pratico-pratique de la victime. Donc, le CRAFS, ça ressemble à ça, c'est une plateforme en ligne encore une fois, cet outil, c'est le vôtre. Il y a plusieurs manières de nous contacter, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer tout à l'heure.
Donc voilà, c'est un site internet qui vous est accessible. Alors comment s'articule cette addictovigilance et ce CRAFS? En fait, nous sommes toutes les mêmes, nous sommes dans la même structure, on partage les mêmes locaux, nous sommes toutes et et addictovigilantes et CRAFSeuses, c'est pas très joli mais c'est ce qu'on est. Et donc justement, ça permet à la fois de recueillir la parole des victimes, de les orienter, etc. et en même temps d'injecter toutes ces données de santé publique dans l'enquête nationale soumission chimique. Donc je vous l'ai dit, quand on a l'enquête nationale soumission chimique, on va remonter des recommandations, on va proposer, nous, des mesures de réduction des risques. Alors nous, en tant qu'experts indépendants, on propose et l'Agence du médicament dispose. Elle va voir la faisabilité des mesures qu'on va donner. Et pour aller plus loin, quand un cas de soumission chimique vraisemblable est identifié, on retrouve une substance, le CRAFS va signaler le cas à l'addictovigilance et l'addictovigilance va saisir ce cas dans la base nationale d'addictovigilance. Cette base nationale, pour que vous compreniez de la boucle, elle permet d'alerter en fait les autorités sanitaires sur le plan national. Sauf que notre base, à nous, elle implémente automatiquement la base européenne, EudraVigilance, qui implémente automatiquement la base internationale Vigilise. Donc en fait, quand vous avez une information de ce type-là et qu'on a la confirmation analytique, le fait que l'addictovigilance soit au courant, c'est ce qui permet que ça remonte au plus haut niveau pour protéger et préserver la santé publique. Donc du coup, les laboratoires vont être informés que leur médicament a été détourné à cette fin. Donc c'est comme ça qu'on travaille. D'un côté, veille alerte, de l'autre côté, la prise en charge des victimes de violences. Alors le CRAFS est né très récemment, hein, vous l'avez compris, c'est un spin-off de l'addictovigilance de Paris qui, lui, depuis 20 ans, ça fait 20 ans que l'addictovigilance gère l'enquête nationale soumission chimique. Et donc depuis, bien sûr, on fait partie du collectif des vigies pour la santé le droit des femmes en santé de la Fédération hospitalière de France, parce que le but pour nous d'avoir créé une structure qui soit spécialisée là-dedans, c'est d'assurer que ces missions restent pérennes, que ça ne soit pas juste en fonction de l'actualité. Tant qu'on parle de Madame Pellicot et tant qu'on parle d'autres situations, le Squarneck et d'autres, on va rester focus dessus. Et puis dès que l'actualité est balayée, on n'en parle plus de la soumission chimique et on revient à la case départ 20 ans en arrière. Donc l'objectif, c'est de pouvoir sécuriser et de considérer la spécificité de ces violences. Parce que sinon, j'ai envie de vous dire, il y a déjà les centres anti-poison, hein, 24/24, 7/7, des toxicologues disponibles. Mais ça n'est pas du tout le projet du CRAFS. Une victime de viol sous soumission chimique n'a rien à voir avec une morsure de serpent, un champignon que vous avez, qui est contaminant que vous avez mangé, ou le gamin qui a avalé ses piles. Hein. Ce n'est pas du tout la même prise en charge. Et donc il faut un pôle spécialisé. Un appel au centre antipoison, c'est 5 à 10 minutes parce qu'ils gèrent l'urgence, et fort heureusement qu'ils sont là, surtout les fameuses intoxications avec la conduite à tenir en cas de toxidrome. Et nous, c'est 1 heure, un appel téléphonique, on prend le temps d'expliquer, d'orienter, etc. J'aurai l'occasion de vous l'expliquer. Donc c'est pour ça qu'on s'engage massivement sur ces voies-là. Alors, ça va paraître évident, mais il faudrait peut-être qu'on commence par le commencement. Vous l'avez fait tout à l'heure et je vous en remercie dans le discours d'accueil. C'est quoi une agression facilitée par les substances? Et effectivement, ça a été rappelé en introduction. Vous avez les agressions facilitées par les substances, ce sont des modes opératoires criminels ou délictuels. Donc, dans ce mode opératoire, vous avez 2 sous-modes opératoires. Vous avez d'un côté la soumission chimique. Donc là, on vous drogue à votre insu ou sous la menace, donc sans votre consentement, vous n'êtes pas d'accord pour consommer la substance. Et ensuite, on vous agresse, quelle que soit l'agression. Et ça, on le distingue d'un autre mode opératoire qui s'appelle la vulnérabilité chimique. Là, c'est la personne qui a consommé elle-même des substances ou des drogues ou de l'alcool, hein, ça suffit largement. Ça va la mettre dans un état de fragilité qui sera apparent pour l'agresseur et il va profiter de cet état de fragilité pour faciliter son passage à l'acte. Vous l'avez compris, dans les 2 cas, c'est très grave. Dans les 2 cas, on parle de violence. Rien, parce que les choses soient bien claires, rien, strictement rien ne justifie les violences, qu'on vous ait administré une substance à votre insu, qu'on ait profité de votre état de vulnérabilité, ou même que vous ayez été sobre. Voilà. Le viol est un crime. Il faut le poser ici, c'est très clair. Personne n'a le droit, sous aucun prétexte, il n'existe aucun facteur atténuant. Donc, au contraire, dans les 2 cas, c'est grave. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on nous parle beaucoup de phénomène de la soumission chimique. Non, il y a le phénomène des violences. Ça, c'est universel, malheureusement. Dans les violences, vous avez un mode opératoire qui s'appelle les agressions facilitées par les substances, qui lui-même se décline en 2 sous-modes opératoires. Je drogue la personne à son insu ou je profite de son état de fragilité. On aura l'occasion de revenir dessus tout à l'heure.
Et donc, c'est pas du tout nouveau comme phénomène criminel, même si on en parle plus aujourd'hui. C'est vieux comme le monde, les agressions facilitées par les substances. On peut en prendre pour preuve la littérature, on peut en prendre pour preuve la mythologie, etc., les contes. Donc je peux par exemple vous citer, peut-être que certains d'entre vous ont étudié, à mon époque c'était en 4e, le mythe de Tristan et Iseut, par exemple. Tristan et Iseut, on vous parlera d'un philtre d'amour. Donc dans mon jargon à moi, c'est drogue du violeur. Voilà. Puisque le roi Marc n'a rien à faire avec la princesse Iseut, on parle d'un mariage forcé, et ce breuvage maudit, c'est celui qui est donné par sa mère à l'insu d'Iseut dans le but de sceller ce mariage politique. Donc aujourd'hui, ce sont des faits criminels. Mais dans nos contes, c'est quelque chose de... Au contraire, on montre Tristan comme étant ce triste, justement Tristan, parce que c'est lui le pauvre dans toute cette affaire. Donc, vous avez d'un côté cette histoire, mais vous en avez plein d'autres. Hein. Vous avez tous les mythes autour des sorcières. Alors les sorcières, je ne vais pas trop appuyer dessus, parce qu'elles ont assez pris pour leur grade dans l'histoire, mais globalement, vous avez la sorcière Circé qui a tiré les compagnons d'Ulysse avec la scopolamine avant de les transformer en cochons dans le palais. Et vous avez le dieu Dionysos de la mythologie. Le dieu Dionysos, c'est le dieu de la fête et du vin, surtout. Et en fait, Dionysos, lui, son truc, c'est d'attendre que les jeunes filles, les nymphes, viennent s'abreuvoir dans les fleuves, et là, il transforme l'eau en vin, et les nymphes totalement ivres ne sont plus en mesure de se défendre lorsqu'il les viole. Donc, vous voyez, c'est vieux comme le monde, on en parle depuis la nuit des temps. Et même plus que ça, j'adorerais vous dire que tout ça n'est que poésie, catharsis, etc. La réalité, c'est que ce sont bien des faits criminels existants. Vous connaissez énormément de faits divers en réalité qui concernent la soumission chimique, et je ne parle pas de l'affaire uniquement Pellico, je parle de toutes celles que vous connaissiez d'avant, mais que vous n'avez pas forcément identifiées comme telles. Je suis quasiment certaine que dans la salle, ici, tout le monde a entendu de près ou de loin parler de l'affaire Polanski, par exemple. Mais je ne suis pas certaine que tout le monde l'ait identifié comme un cas de soumission chimique infantile. Puisque dans le récit qui est décrit, on donne des flûtes de champagne à une enfant de moins de 15 ans. Donc le consentement moins de 15 ans, autant vous dire que ça n'existe pas. Ça, c'est la loi qui le dit. Donc c'est important de l'avoir en mémoire. Donc des flûtes de champagne sont données par un adulte qui a autorité sur elle, puisqu'il y a un photographe lors d'une séance photo vis-à-vis de son modèle photo. Et puis ensuite, un médicament va lui être proposé, fortement incité. En dessous de 15 ans, on ne retient pas la notion de prise à l'insu ou sous la menace. Un enfant obéit. D'accord ? Et donc, c'est ce qu'on appelle, nous, un cas de soumission chimique infantile. Je vous parle de Polanski, c'est pas pour mettre le projecteur sur Polanski, c'est juste que je suis certaine que tout le monde entend parler de cette affaire. Mais je pourrais dire Dutroux, Fourniret et d'autres, hein, vous les connaissez tous. L'enlèvement et la séquestration des enfants ne s'est pas forcément faite sobre. D'accord ? Et au-delà de nos frontières, pour ceux qui ont regardé peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais si vous avez regardé la série de Dahmer sur Netflix, de la même façon, là, il y a un usage des médicaments pour droguer les personnes avant de procéder à l'homicide, en l'occurrence. Alors, je précise ici, parce que je vois vos visages, que mon métier est glauque. On parle de sujets sombres, un petit peu difficiles. Alors moi, là, je vous pose les décors, mais on va après un petit peu alléger tout ça, parce qu'il va falloir qu'on échange sans... Le but, c'est pas de vous faire du mal ou vous traumatiser. La première chose que je voulais vous dire, c'est déjà, si pour une raison qui vous appartient, vous vous sentez pas très bien pendant l'intervention, c'est les oreilles qui sifflent, vous avez envie de respirer un petit coup, je ne vous en veux pas du tout de prendre l'air. Les choses, c'est important, vous respectez votre corps. Et puis le deuxième point, c'est que si ce que je vous dis là fait écho parfois, et ça arrive assez souvent, à une histoire personnelle, parce qu'évidemment qu'il peut y avoir parmi vous des personnes qui ont été victimes de violences, vous ne prenez pas la parole publiquement pour ne pas vous mettre en insécurité psychiquement, mais par contre, évidemment, le CRAF sera à votre disposition, et moi, vous aurez mes coordonnées, vous pourrez m'appeler dans un second temps, et vous ne serez pas seul. D'accord ? Je ne suis pas là pour activer des choses et vous laisser avec. D'accord ? Donc, je suis là pour vous, et notre équipe, de façon générale, est là pour vous. D'accord ? Donc, juste pour vous dire, ça existe. Et puis, ça fait même très longtemps que c'est un sujet de santé publique. On n'a pas attendu, encore une fois, 2024 pour que ça le devienne. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait 20 ans qu'on a une étude pharmaco-épidémiologique qui est installée en France, institutionnalisée. Donc, le tout début, c'était en 1982, où c'est devenu un sujet de santé publique. C'est la professeure Jacqueline Jouglard, qui est médecin légiste à Marseille, qui a découvert des enfants en situation de léthargie. Ces enfants, ils n'étaient pas frappés par des coups, mais ils étaient assommés par des médicaments pour se soustraire à des obligations parentales, de soins, etc.
Dans notre jargon, on les appelle des enfants chimiquement battus, puisqu'on ne les assène pas de coups, mais on les assomme de drogue. D'accord ? Donc le premier signal de santé publique est venu de l'enfance maltraitée, de l'enfance en danger. Ça a été confirmé en 1997 par la professeure Chantal Bismuth, toxicologue à Paris, et on a fait un état des lieux en 1997. C'est l'AFSAP, c'est l'ancien nom de la NSM, de l'Agence du médicament, qui a fait un état des lieux et qui a permis de se rendre compte que c'était surtout des médicaments qui étaient détournés. Donc maintenant, vous comprendrez pourquoi c'est l'Agence du médicament qui gère la soumission chimique, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est parce que dans la majorité des cas, ce sont des médicaments qui sont utilisés, détournés, des médicaments qui sont dans l'armoire à pharmacie familiale, à portée de clic ou à portée de rue, parce que vous savez que maintenant, c'est sur Internet et c'est dans la rue. Voilà. Donc effectivement, ce sont tout type de médicaments qui vont être utilisés. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure plus précisément sur les substances. Là, je vous parle de la genèse. Et donc, depuis, l'enquête a été institutionnalisée et de manière ininterrompue, on évalue la situation. Alors, effectivement, il y a quand même un tournant. Le tournant, c'est la libération de la parole. Donc, je ne parle pas du MeToo, proprement parlé, qui déjà a été une libération de la parole assez extraordinaire en 2017. Mais il y a surtout la ramification du MeToo dont je vais vous parler, qui est le hashtag Balance ton bar, qui fait écho au Balance ton porc, qui, si vous connaissiez la terminologie européenne du MeToo. Donc c'est un mouvement qui a démarré, celui-là il est européen. Il a démarré en Belgique, c'était en automne 2021, donc septembre-octobre, à la réouverture des établissements festifs. Je vous rappelle que ça faisait quasiment 18 mois en France, en tout cas, que les établissements festifs étaient fermés pendant le Covid. Et effectivement, on a entendu parler de ce mouvement de libération de la parole avec des demandes de boycott des établissements festifs en mettant le projecteur sur les agressions facilitées par les substances dans la sphère festive. Et donc, ça s'est vraiment répandu comme un feu de forêt sur différents territoires européens et on a entendu partout parler du hashtag Balance ton bar. Ce Balance ton bar va se muter en quelque sorte pour s'internationaliser. On entendra parler du hashtag MeTooGHB et partout sur les ondes, sur toutes les bouches, à la radio, à la télé, on va parler du GHB qui est dite la drogue du violeur. Alors aujourd'hui, on va déconstruire tout ça ensemble parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, je vous l'ai dit, mais en tout cas, c'est ce qu'on va entendre un petit peu partout. Pas de chance. Je dis pas de chance, vous allez comprendre pourquoi. On a eu en même temps l'alerte sur des piqûres malveillantes. Vous avez sans doute entendu parler des piqûres dans les établissements festifs, les concerts, les machins, etc., les transports publics. Alors pourquoi je dis pas de chance ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous savons que ces cas-là ne sont pas des cas de soumission chimique. Je vais vous expliquer. J'ai été nommée experte également pour le rapport sur les piqûres malveillantes. Dans ces cas, elles ont été des milliers de dossiers qu'on a épluchés. Il n'y avait ni substance administrée, on n'a trouvé aucune substance suspecte dans tous les dossiers qui ont été expertisés, et il n'y a pas eu non plus d'agression au décours de la sensation de piqûre. Je vous ai dit tout à l'heure, une soumission chimique, c'est on vous drogue pour vous agresser. Là, il n'y avait ni l'un ni l'autre. Donc ça ne rentre pas dans la définition de la soumission chimique. Ce qui ne veut pas dire que rien ne s'est passé. On peut aussi piquer pour faire peur, pour générer une psychose. Une agression par un objet piquant. Ça n'empêche pas, je ne dis pas que les victimes mentaient, je vous dis simplement que ce n'est pas la définition d'une soumission chimique. Et c'est des choses qu'on a observées dans l'histoire. En 1914, lors de la Restauration, on avait justement les piqueurs qui ont vu, on va dire une branche criminelle qui s'appelait les piqueurs naître dans le droit à ce moment-là, et c'était il nous parlait de piqueurs, d'hommes qui auraient des stylets munis de dards et puis qui percent les fesses et les seins des jeunes filles jusqu'au sang et qui prenaient plaisir à dégager en fait une grande panique de foule avec un mode opératoire qui leur permettait de commettre ce sadifétichisme, c'était appelé comme ça à l'époque, donc dans l'anonymat des foules et des corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà observé dans l'histoire, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment, on nous pique, mais malheureusement, ce n'est pas des affaires de soumission chimique. Alors bien sûr, on a fait le nécessaire pour s'en assurer que ça n'en était pas, puisqu'on a fait toutes les analyses, etc., mais ça n'en est pas. Mais à ce moment-là, c'est arrivé pile au milieu de la libération de la parole sur les agressions facilitées par les substances, et ça a totalement embrasé le signal. Donc en très très peu de temps, vraiment en quelques semaines, on était en situation d'alerte sanitaire avec une accumulation des témoignages sur les réseaux sociaux. Et nous, là, c'est les données de santé publique que vous voyez au Centre d'addictovigilance de Paris, montent en flèche. Donc on était en alerte maximale. Il va quand même se passer quelque chose tout à fait particulier en France. En France, on va très rapidement sortir de la sphère festive. Et ça, c'est une originalité de chez nous. Donc, on va avoir des
Au départ, le balance-ton-bar, effectivement, qui va bien arriver en France. Sauf que je vous remets quelques repères temporaires. Donc, automne 2021, balance-ton-bar, septembre-octobre. En 2022, il y a la sortie du livre de Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pellicot, qui écrit son livre « Et j'ai cessé de t'appeler papa » pour parler de la soumission chimique dans la sphère intrafamiliale. Donc, projecteur sur la sphère privée et familiale. Elle va fonder son mouvement, M'endors pas, on va l'accompagner tout de suite, on travaille très étroitement avec Caroline, donc on va mettre en place le mouvement M'endors pas, qui aujourd'hui est devenu une association qui a été fondée par elle. Et donc ce mouvement, ça va être vraiment une campagne de communication. C'est pas une libération de la parole, là on est parti communiquer dans la presse pour dire attention, ça se passe aussi dans la sphère privée, ne restons pas uniquement dans la sphère festive. Et puis en avril, le 14 avril précisément 2023, on va aussi avoir l'affaire qui va mettre en cause le sénateur Joël Guerriau. Donc c'est la députée Sandrine Josso qui va déposer plainte contre son collègue sénateur, le suspectant d'avoir administré de la MDMA, notamment une drogue dans son verre lors d'une célébration de son élection. Donc très rapidement, on va passer de balance ton bar à M'endors pas #Sénatoport. Et on va très très rapidement voir que ça passe dans la sphère privée, dans la sphère festive, mais aussi la sphère professionnelle et jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc difficile d'expliquer que c'est le fait de quelques marginaux dégénérés. Là, on est dans un phénomène qui concerne toute la société. Une enquête va être ouverte, plus précisément une mission au gouvernement va être ouverte, qui va être confiée à la députée Sandrine Josso, qui va être confiée à la sénatrice Véronique Guillotin également. Et justement, elles vont rendre un rapport le 12 mai dernier, en 2025. Elles l'ont rendu. Il est accessible, ce rapport, si vous voulez le découvrir, sur le site de l'égalité, du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, vous avez le rapport en entier. Il y a 50 recommandations, 15 prioritaires, et nous espérons qu'elles seront mises en œuvre. Mais il y a surtout un point de non-retour. Et le point de non-retour, ça va être justement l'ouverture du procès historique des viols de Mazan. Donc là, on est le 2 septembre 2024. Et ce procès, il va avoir un retentissement phénoménal à l'échelle internationale. Le cas Pellicot va être connu du monde entier. Et donc, à ce moment-là, il y a un électrochoc global. Donc, non seulement ça concerne tout le monde en France, mais ça commence à concerner tout le monde partout en Europe et dans le monde, y compris dans la sphère intrafamiliale, parce que jusque-là, vous l'avez compris, on était sur la sphère festive. Et donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que ça a été aussi marquant, l'affaire de Gisèle Pellicot ? C'est que là, on a une personne qui a été en errance thérapeutique pendant 10 ans. Quelqu'un qui, pendant 10 ans, avait des symptômes qu'elle se disait pas normaux, avait peur d'avoir une maladie, un Alzheimer, etc., va faire le tour des médecins, le tour des neurologues, etc., et jamais personne ne pourra ni suspecter un usage criminel de substances, ni poser évidemment le diagnostic, puisqu'il n'était pas en mesure même de le suspecter. D'accord ? Ça ne fait pas partie du logiciel, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. Ça ne faisait pas partie du logiciel. Donc, vous le savez, l'affaire de Gisèle Pellicot, elle a été révélée grâce, et on le félicitera et on le remerciera jamais assez, grâce à un homme qui a été le vigile de ce supermarché, qui n'a pas accepté que cet homme vienne filmer sous les jupes de jeunes filles, qui a insisté pour que ces dames déposent plainte. Donc il a fallu, dans ce concours de circonstances, qu'il y ait un homme courageux qui a dit « ça, je ne le tolère pas ». Ça, c'est délictuel. Donc, moi, je ne négocie pas avec ce qui est criminalo-délictuel. Madame, je vous incite à déposer plainte et je suis là pour témoigner pour vous. Ensuite, un formidable enquêteur qui est venu et qui va prendre au sérieux la situation, qui ne va pas juste considérer que filmer sous les jupes des filles, c'est pas si grave, et qui va justement prendre le matériel informatique. Et là, il va découvrir le plus grand criminel des 50 dernières années. Donc, vous voyez, on part d'une vidéo sous la jupe avec un homme d'une soixantaine d'années ou 70 ans. Et on découvre la plus grande affaire criminelle de ces dernières décennies. Donc, évidemment, nous, en tant que soignants, on aurait voulu que ce soit le médecin qui la dépiste. Donc, c'est effectivement ce qui est intéressant, c'est que dans cette affaire, les professionnels de santé ont été extrêmement humbles et ils ont été extrêmement responsables, puisqu'ils ont dit moi aussi, je serais passée à côté. Sincèrement, je pense que je serais passée à côté, et donc il y a un problème, on n'est pas assez formé, on ne sait pas suffisamment faire et on n'est pas assez outillé pour le faire. J'aurai l'occasion de vous en parler tout à l'heure. Donc voilà, il y a quand même un grand tournant par l'affaire Pellicot, parce que là, on est obligé de voir en face qu'on n'est pas bon. Alors, les idées reçues, ça c'est pour vous planter le décor.
d'accord? Pour que vous compreniez les enjeux. Mais on va rentrer plus en détail sur les idées reçues parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Pourquoi je démarre toujours par les idées reçues, alors que souvent les gens, ce qu'ils me disent, c'est « Non mais dites-nous quoi faire. Qu'est-ce que je fais si j'ai une soumission chimique ?» Je vais vous dire pourquoi d'abord on va parler des idées reçues. Parce que ça ne sert à rien que je vous dise qu'est-ce que vous devez faire si vous n'avez pas le bon logiciel. Si vous pensez qu'une jeune fille en boîte de nuit entre 20 et 29 ans est la seule cible d'une soumission chimique, je peux vous donner toutes les conduites à tenir du monde, vous passez à côté de Gisèle Pellicot. Donc ça ne sert à rien de donner la moindre conduite à tenir si déjà on ne partage pas le même langage, les mêmes réflexes, la même urgence. Donc on va d'abord faire ça, si vous voulez bien. Et vous verrez qu'il y a déjà beaucoup à faire. Le premier point qu'on pourrait aborder ensemble, c'est les victimes. Qui sont-elles? Donc, vous l'avez compris, souvent, quand on pense à la victime de soumission chimique, on va penser à une femme, d'abord, ensuite jeune, et si j'avais envie d'être un petit peu provocatrice, je vous dirais jeune et jolie, dans une ruelle sombre, avec une petite jupe courte, alcoolisée et particulièrement imprudente. Bien sûr, il n'en est rien. Vous avez raison, en revanche, ce sont majoritairement des femmes qui sont retrouvées, que c'est 80% dans nos données de santé publique. Vous avez raison, ce sont majoritairement des 20-29 ans. Donc l'idée reçue, en fait, elle est pas fausse, c'est pas une fake news. En revanche, elle est partielle, elle ne permet pas de prendre en compte justement des politiques de prévention inclusives. Il va falloir qu'on protège tout le monde. Donc effectivement, beaucoup de femmes, effectivement beaucoup de jeunes, mais les victimes sont de tout genre, et ça c'est très important. Elles sont hommes et femmes, personnes transgenres, tout le monde. C'est important de comprendre que hommes, femmes et personnes transgenres, tous, sans exception, sont concernés au premier niveau par les violences sexuelles, commises dans l'écrasante majorité des cas par des hommes, mais ciblant à peu près tout le monde. Ça, c'est très important de le considérer également. Regardez dans l'affaire Le Squarneck, par exemple, pour ceux qui ont suivi, c'était un chirurgien qui justement profitait de son statut pour agresser, c'est un pédocriminel, qui agressait justement des enfants. On était à plus de 300 victimes pour le chirurgien qui les agressait en fait sexuellement lors de l'anesthésie en fait, lors de l'opération. Il y a encore plus de petits garçons que de petites filles. Donc il faut aussi qu'on protège nos petits garçons. Nous sommes tous potentiellement une cible de violence sexuelle. Ça, c'est très important. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, c'est sans regard de l'orientation sexuelle, sans regard du niveau social, sans regard du niveau scolaire, tous concernés. D'accord? Comme dans toutes les violences. Là, je vous parle d'un mode opératoire spécifique, donc c'est assez cohérent de retrouver la même chose que pour toutes les violences. On dit que les victimes, elles ont entre 20 et 29 ans dans la majorité des cas. Moi, la victime la plus jeune que j'ai dans mes données, à 4 jours. La plus âgée à 98 ans. Donc il n'y a pas d'âge non plus pour être victime d'une soumission chimique. J'insiste beaucoup là-dessus aussi parce qu'on a tendance à focaliser sur les 20-29 ans et c'est bien sûr important de le faire puisqu'ils sont majoritairement concernés. On aura l'occasion d'expliquer tout à l'heure que ce n'est pas forcément pour les mêmes faits criminels et délictuels que les gens vont être concernés, mais globalement, utiliser des substances pour contraindre, soumettre une personne à ses désirs, sa volonté ou faciliter son passage à l'acte criminel, ça concerne tout le monde. Donc, vous l'avez compris, des hommes, des femmes, des personnes transgenres, vous l'avez compris, les extrêmes de la vie, c'est très important. On aura l'occasion de dire tout à l'heure comment est-ce qu'ils se rejoignent, ces extrêmes de la vie. Les agresseurs, maintenant. Les agresseurs, en général, quand on vous parle des agresseurs, on se représente un homme et inconnu. En général, on a le combo des deux. Alors, hommes, effectivement, ils sont particulièrement présents dans nos données, ils sont surreprésentés dans les violences et on ne peut pas nier un effet genre. Il y a un effet genre dans les violences, le nier, ce n'est pas prendre au sérieux cette problématique. En revanche, encore une fois, ça ne dit pas tout. Évidemment que des femmes peuvent être auteurs de ce type de violence et agresseurs au même titre que les hommes. Alors ça fait un petit pas de côté par rapport à ce que je vais vous dire tout à l'heure, enfin ça anticipe un petit peu la notion des agressions. Les hommes sont particulièrement retrouvés dans les violences sexuelles, en tant qu'auteurs de ces violences. On les retrouve beaucoup dans les violences conjugales, notamment. Les femmes, on va beaucoup les retrouver dans les vols, et on va beaucoup les retrouver dans les maltraitances infantiles,
donc les fameux enfants battus chimiquement, et on les retrouvera également dans les infanticides. Donc hommes et femmes, et bien sûr personnes transgenres peuvent être concernées en tant qu'auteurs. Mais effectivement, on ne peut pas nier que c'est 90% d'hommes qui sont impliqués dans ces violences. On dit souvent que l'agresseur est un inconnu. Et ça, c'est très présent parce qu'on continue à entretenir l'idée que la soumission chimique, c'est une affaire de prudence. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça, que quelque part, une victime de soumission chimique, c'est quelqu'un qui a laissé traîner son verre, qui n'a pas surveillé son verre, qui n'a pas été assez vigilante. Alors quand je dis victime, c'est au féminin, donc bien sûr, je parle des femmes et des hommes et de tout le monde. Donc attention, la soumission chimique n'est pas une affaire de prudence, je ne le dirai jamais assez, c'est une affaire d'une confiance trahie. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Non, les victimes ne sont pas des écervelés qui laissent leur verre traîner partout sans respecter les règles élémentaires de prudence, ne pas parler aux inconnus, ne pas rentrer trop tard le soir, etc., etc. La plupart du temps, et vraiment, croyez-moi sur parole, il n'y a pas un dossier qui ne concerne pas ce que je vous dis là dans mes affaires. Ce sont des personnes qui ont laissé leur verre sous la surveillance d'une personne de confiance, qui ont accepté leur verre d'une personne de confiance, ou qui ont laissé leur verre sans surveillance dans un contexte qui a gagné leur confiance. Mais il est toujours question de confiance. Je vous donne un exemple concret. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais au restaurant, même accompagnée d'un charmant garçon, même en premier rendez-vous, il est probable que j'aille à un moment donné aux toilettes et il y a toutes les chances que je ne prenne pas mon verre avec moi. Parce que j'ai confiance dans l'établissement, j'ai confiance dans le lieu où je suis et c'est normal d'être en confiance. D'accord ? Je ne suis pas une imprudente de laisser mon verre sans surveillance. J'ai juste été aux toilettes. Ce qui n'est pas normal, en revanche, c'est que quelqu'un mette quelque chose dans mon verre. Ça, c'est carrément tordu. D'accord ? Ça, je peux décupler les exemples autant que vous voulez. Vous êtes à une soirée privée, vous êtes avec des copains à la maison, etc. Vous avez peut-être un gobelet, vous avez peut-être écrit vos noms dessus parce que pour des raisons d'hygiène, pour éviter de faire la vaisselle. Mais je suis certaine que beaucoup d'entre vous ont laissé leur verre traîner. J'aime pas le mot traîner, mais en tout cas sans surveillance. Le temps de danser, c'est pas très pratique de danser avec un verre. Et vous vous sentez en sécurité. Vous êtes avec des amis, vous êtes à une fête. Il n'y a pas de raison que vous imaginiez le pire vous arriver, parce que le pire n'a pas à vous arriver à la base. D'accord ? Donc c'est normal. Je suis sûre, donc moi c'est mon cas, que beaucoup d'entre vous, et là je m'adresse sans doute aux professionnels, laissent leur café traîner au bureau. Voilà. Moi, mon café traîne souvent au bureau, tous mes collègues s'en plaignent. Pour autant, ce qui ne serait pas normal, c'est qu'un de mes collègues ou une de mes collègues mette quelque chose dans mon verre. Donc laisser nos verres sans surveillance, c'est notre quotidien. Je mets au défi n'importe lequel d'entre vous de rester tout le temps en contrôle et de surveiller son verre. N'essayez même pas, vous échouerez à le faire. Et je ne vous le souhaite même pas, parce que ce n'est pas la société que je vous propose, de toute façon, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais de façon générale, ça ne sera même pas efficace. Donc être prudent, ce que j'essaie de vous dire, c'est la base, mais je pense que vous l'êtes déjà. Vous êtes prudent, soyez prudent, comme on vous l'a toujours dit, mais ça ne fera pas tout. Et si vous arrive quelque chose, ce n'est pas de votre faute. C'est tout ce qu'on va devoir déconstruire aujourd'hui. Donc oui, la victime, c'est une affaire de confiance, et je vais aller encore plus loin. C'est le cas parce que quand l'agresseur est connu, c'est une affaire de confiance, parce que là, vous le comprenez bien, c'est quelqu'un que je connais, en qui j'ai confiance, etc. Il n'y a pas de raison qu'il trahisse ma confiance. Mais c'est aussi une confiance trahie quand c'est un inconnu. Parce que très souvent, quand on se représente l'inconnu, on s'imagine ce mec à capuche dans une ruelle sombre avec un air menaçant. C'est pas ça l'inconnu, hein. Aujourd'hui, vous êtes tous des inconnus pour moi. Tous. Tous. Et j'ai un scoop pour vous, je vous fais confiance. Nous sommes des êtres sociaux, c'est normal de se faire confiance. Je fais confiance à l'inconnu. J'ai arrêté de ne pas parler aux inconnus, je crois, à l'âge de 10 ans et encore. J'ai parlé avec beaucoup d'inconnus qui étaient à l'école, les professionnels, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle tous les jours aux inconnus. Et on fait confiance aux inconnus. Quand vous montez dans le bus, vous faites confiance au chauffeur de bus. Quand vous allez chez le marchand, vous faites confiance au marchand, etc., etc. Et donc, même dans mes dossiers, toutes les victimes qui auraient croisé des inconnus, il ne faut pas vous imaginer que c'est le mec à capuche. Alors, je ne dis pas qu'il n'existe pas, le mec à capuche, il existe. Mais je dis simplement que c'est ne parler de rien que de parler de ce type. Dans l'écrasante majorité des cas, dans mes dossiers en tout cas, ce sont des prestataires de services, la plupart du temps,
Et donc moi, ce que j'ai la plupart du temps, c'est justement, j'ai exprès démultiplié les exemples pour ne stigmatiser personne, parce que c'est pas une profession qui fait qu'on est un agresseur. Donc je vous donne juste des exemples pour vous expliquer que c'est une confiance trahie. C'est le chauffeur que vous avez commandé pour vous raccompagner à la maison parce que vous vouliez être en sécurité. Donc vous voyez, c'est pas une affaire d'imprudence, vous vouliez être en sécurité. C'est l'hébergeur qui vous accueille, c'est le patron de bar ou le serveur que vous prenez en sympathie parce qu'il est sympa, parce qu'il est charmant, parce que peu importe. C'est le caviste qui vous fait goûter son vin, je vous parle de qu'un réel là que j'ai en tête, qui vous fait goûter son vin parce que j'ai un nouveau vin qui est extrêmement bon, je te conseille de le goûter. Bah oui, il n'a pas servi le verre devant vous et bien sûr que vous n'êtes pas méfié que le caviste dans le marché allait vous soumettre à votre... vous mettre une drogue dans le verre, etc., etc. Donc dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des situations où on a fait confiance aux inconnus parce que c'est normal de faire confiance à l'inconnu. On pense souvent qu'ils agissent seuls, ça arrive souvent, effectivement, mais ils agissent aussi en réunion. Ça peut être des crimes en bande organisée. Le viol en réunion, ça c'est bien connu, mais il y a des faits encore de différentes natures concernant plusieurs agresseurs. Donc justement, ça permettra de parler des agressions, mais j'ai déjà bien spoilé sur la partie agression. Ce que nous, on appelle les agressions facilitées par les substances, effectivement, on retrouve pour la soumission chimique majoritairement des violences sexuelles, mais il n'y a pas que ça. Il y a les violences sexuelles à 60%, et après, vous avez tout fait criminel ou délictuel, parce que ce sont des modes opératoires criminels. Donc les vols, les enlèvements, les séquestrations, les maltraitances chimiques, la traite des êtres humains. Vous savez, quand on oblige quelqu'un à se prostituer, par exemple, donc sous emprise chimique, etc. Ça va être les tentatives malheureusement d'homicide, les infanticides, et j'en passe, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc en fait, ça ne concerne pas que les violences sexuelles, mais ça concerne en grande majorité des violences sexuelles. Pour le lieu de commission des faits, souvent justement on nous parle de l'établissement festif. Alors c'est vrai, on ne va pas dire que ça ne se passe pas dans les établissements festifs, ça se passe dans les établissements festifs aussi. En revanche, c'est très 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 partiel de le dire. Ça se passe surtout au domicile. Et pourtant, le domicile, il est identifié comme un lieu de sécurité. La plupart d'entre vous, j'en suis certaine, ont écrit ce fameux message en rentrant chez eux. Tout va bien, je suis arrivé. L'air de dire, le danger c'est l'extérieur, et une fois qu'on est à la maison, on est bien. Alors, fort heureusement, c'est vrai pour la plupart des gens que le domicile est un lieu de sécurité. Malheureusement, pour beaucoup de gens, le domicile est un bagne. Ce que dit le juge Édouard Durand, par exemple, à ce sujet, c'est que le domicile est le lieu le plus dangereux pour les femmes et les enfants. Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on casse le huis clos, quand on casse les 4 murs, ce qui peut se passer justement derrière ce huis clos. On retrouve toutes les violences que je vous ai décrites tout à l'heure. On retrouve bien sûr les violences sexuelles, et en particulier dans la famille, le viol conjugal, les viols incestueux, puisque ça opère entre 4 murs également. On va retrouver les fameuses maltraitances chimiques dont je vous parlais tout à l'heure. On va retrouver également tout ce qui est vol, extorsion d'héritage. On est très 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 mauvais dans le traitement de nos aînés. On ne parle pas assez des personnes âgées. C'est le jour où on se regardera en face, on va avoir vraiment très très honte parce qu'on est à la préhistoire du traitement de nos aînés, avec les maltraitances chimiques, avec les violences sexuelles aussi, parce que contrairement à ce qu'on pense, on arrive à se représenter aujourd'hui que les violences sexuelles concernent les enfants. On a beaucoup de mal à comprendre que ça concerne aussi les personnes âgées, qu'une personne âgée est parfaitement vulnérable, parfaitement désirable. Je pense que je n'ai plus à vous en convaincre depuis l'affaire des viols de Mazan, un village a fait le déplacement. Mais c'est important de bien l'intégrer parce que quand on invisibilise les victimes, on ne peut pas les prendre en charge convenablement. À chaque fois qu'on se représente une personne âgée dans nos sociétés, on imagine un petit dessin, vous savez, d'une petite mamie avec juste une robe en forme de triangle et quelques fleurs, et puis elle n'est pas sexualisée, elle n'a pas de vie, elle n'a pas d'ambition, elle n'a pas d'amour, elle n'a pas de désir, elle n'a rien de tout ça. On la retrouve plus du tout dans nos récits, on la retrouve pas dans nos films, on la retrouve pas, et ça joue après sur l'imaginaire collectif. Du coup, les violences conjugales chez les personnes âgées, on n'en parle pas. Pourtant, c'est une catastrophe. Mais on n'en va pas en parler suffisamment. Parce qu'on dépossède la personne âgée presque de son humanité. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête. Donc oui, ça se passe dans le huis clos de la famille, ce genre
de violence, et puis ça peut aller jusqu'à l'exploitation, comme je vous l'ai dit, la traite des êtres humains. Donc on a pu malheureusement voir suffisamment d'affaires pédocriminelles où on sait que des enfants ont été livrés pour de l'argent à d'autres personnes. Donc c'est vrai pour dire que ça se passe partout, ça se passe évidemment en dehors du cadre familial et en dehors du domicile, hein. Ça peut être juste en cabinet médical, ça peut se passer à l'hôpital, ça peut se passer dans un centre équestre ou que sais-je, peu importe, ça peut se passer partout, une soumission chimique, y compris dans la rue. Donc ça, c'est des choses qu'on observe assez régulièrement, malheureusement. Alors il y a tout de même une spécificité sur la violence intrafamiliale, c'est que là, le loup est dans la bergerie. Ça veut dire que potentiellement les victimes, elles sont droguées à répétition, sur du très long cours. Regardez, pour Gisèle Pellico, c'était presque sur 10 ans, à toute heure de la journée, et par différents moyens. Donc le danger, il est encore plus décuplé sur le plan sanitaire, puisque les personnes sont exposées à répétition aux toxiques, avec tous les risques qu'on pourra exposer tout à l'heure. Donc il y a un enjeu majeur concernant les violences intrafamiliales qui ne doivent pas du tout rester sous silence. Alors on parle aussi des modes opératoires. Donc moi on appelle ça le vecteur. Le vecteur, c'est où est-ce qu'on va mettre la substance qui va servir à soumettre chimiquement la personne. En général, on parle du verre d'alcool. Alors c'est vrai, l'alcool, particulièrement retrouvé parce que vous l'imaginez bien, contexte de désinhibition, c'est amérisant, etc. Enfin, tout le monde comprend très bien pourquoi ça serait de l'alcool qui serait utilisé. Et puis on trinque, et puis hop, t'avales le shot, et puis c'est normal que je te serve, et puis c'est convivial, et il n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est une confiance trahie. Donc l'alcool, on comprend bien. Mais après, il n'y a pas besoin d'alcool, hein. Toutes sortes de vecteurs est largement suffisant, et on le voit largement dans nos données. Les boissons soft sont largement utilisées. Ça peut être dans l'assiette aussi, il n'y a pas que les boissons, ça peut être dans la nourriture, ça peut être dans les confiseries, ça c'est bien connu également. Et puis, ça c'est un phénomène beaucoup plus récent, j'aimerais très fortement vous alerter dessus, ça peut être également dans les cigarettes électroniques. Donc, le coup de venez tester un nouveau goût, ce n'est pas du goût, parfois. D'accord ? Il y a des drogues qui peuvent être administrées dans des e-cigarettes. Et ces drogues qui sont administrées, vous les connaissez sans doute, parce que vous êtes des jeunes qui êtes connectés, j'imagine. Donc tout le monde, j'imagine ici, a entendu parler du PTC, du Buddha Blue ou du spleen. C'est les mêmes noms pour dire la même chose, pour ceux qui connaissent tel et tel nom. Donc ce sont des cannabinoïdes de synthèse qui imitent les effets des cannabis, sauf qu'en plus, ils n'ont aucune odeur. Pas forcément, ça va intéresser des criminels, tout ça. Parce que, en plus, la e-cigarette bénéficie d'une image extrêmement positive. Vous le savez, aujourd'hui, on a le parent, on a l'enfant à côté, il vapote, on pense qu'il vapote de rien, et en fait, il vapote des cannabinoïdes de synthèse. Parce qu'on sent rien. Le pétard, ça sent quand même, hein. Là, on sent rien. Alors attention, c'est pas goûter un goût tropical. Parfois, c'est un cannabinoïde de synthèse qui est 10 000 fois plus puissant potentiellement que le cannabis lui-même. D'accord ? Donc il y a des prises à l'insu aussi par ça, et j'ai vu passer, je vous mets en garde contre ça, vraiment les challenges extrêmement dangereux sur des réseaux sociaux. On explique, fais fumer ton pote du PTC, tu verras, c'est drôle. C'est pas drôle du tout, il faut pas le faire, et c'est extrêmement périlleux et dangereux pour eux. Donc attention à ça, il y a de nouvelles formes également de soumission chimique qui évoluent au fur et à mesure des évolutions, des tendances d'usage. On peut aussi ne pas du tout utiliser de vecteur. Donc on n'a pas forcément besoin d'un vecteur, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez avoir je vous ai parlé tout à l'heure des enfants. Les enfants de moins de 15 ans, ils obéissent, hein. Moi, je suis sa maman, je vais lui dire tu avales, il avale le comprimé. Je suis sa mère, j'ai autorité sur lui. Donc si je lui donne ce médicament, attention, je ne parle pas du soin, hein, vous l'avez compris. Je ne suis pas en train de parler de soin là. Je ne suis pas en train de dire, elle lui donne sa prescription médicale, elle lui dit tu avales. C'est encore heureux qu'il avale son médicament. Je vous parle strictement quand on utilise des substances à des fins criminelles. Le but, c'est que je n'ai pas à m'en occuper, c'est de sortir ce soir, c'est de ne pas avoir à le bercer, etc. C'est de la maltraitance. Ce n'est pas à des fins thérapeutiques. D'accord ? C'est pas parce qu'il tousse, c'est pas parce qu'il est, c'est parce que je veux qu'il me foute la paix. Donc ça suffit. Quand on est un enfant, on donne ordre d'eux et l'enfant s'exécute. Après, on va avoir d'autres situations qu'on n'a pas évoquées ensemble, qui sont la prise forcée.
Je vous ai parlé du PTC tout à l'heure, du spleen et du Buddha Blue. On en a eu des prises forcées. Tu vas pas de force. Voilà. Parce que challenge, parce que pression, parce que tout le monde lui dit vas-y, vas-y, vas-y. Et en fait, on le force à respirer. Donc ça, c'est aussi une soumission chimique. Quand la personne ne veut pas, elle ne veut pas consommer. On la force par en prendre. De la même façon, on le retrouve beaucoup dans les violences conjugales, la prise forcée des substances, parce que des contextes de violence. Et de la même façon, on va obliger la personne à sniffer le rail de cocaïne, à tirer sur le joint ou à boire. Les prises forcées, on va aussi les retrouver dans les contextes d'enlèvement et de séquestration, puisque c'est par la force qu'on va obliger la personne à boire de l'alcool, par exemple. Donc, vous avez des situations où il n'y a pas besoin de vecteur. Et il y a un autre cas de figure qui est assez suffisamment important pour être évoqué, c'est le leurre. C'est-à-dire que ce n'est pas un vecteur, mais je vous piège en vous disant que ce médicament est ça, alors qu'il n'est pas ça. Le plus connu, c'est les viols conjugaux, puisque vous savez que quand bien même c'est votre mari ou votre compagnon, alors moi j'aime plus utiliser le terme conjugal, parce que maintenant quand on parle de violence conjugale, les jeunes comme vous ne se reconnaissent pas. Alors violence conjugale, ce n'est pas un couple quarantenaire qui ne s'aime plus, comme vous le présentez à chaque fois, et qui serait marié, parce que ce terme est désuet. Donc disons que ce sont des violences dans le couple, et disons que ce sont les violences dans la sphère intime. D'accord ? Donc on peut avoir 15 ans et être victime de violences conjugales. D'accord ? Donc vous êtes même les plus exposés, à vrai dire, aux violences, puisque vous avez tendance à assimiler ça à de l'amour fou. Et en réalité, il n'est rien de l'amour fou quand il s'agit de violence. On aura l'occasion d'en parler, mais en tout cas, la violence, c'est de la violence. Et donc, typiquement, c'est « je ne veux pas avoir de relations sexuelles avec toi, j'ai mal à la tête ». Et bien, quand on a mal à la tête, on prend un Doliprane. Sauf que ça n'est pas du Doliprane. Donc, la personne n'a pas eu de vecteur, elle a pris le comprimé, pensant que c'était du Doliprane. Donc, vous voyez, des fois, on n'a même pas besoin de vecteur. C'est toujours une manipulation, c'est toujours une stratégie, c'est tout le temps une préméditation. Sur la soumission chimique, c'est assez clair. On aura l'occasion de parler de la vulnérabilité chimique. Alors pour les substances, ce sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui peut altérer l'état de conscience ou discernement. Donc ce sont majoritairement des médicaments qui vont être utilisés, notamment des médicaments sédatifs, donc des médicaments qui vont endormir, c'est ça ce qu'on appelle des sédatifs, qui baissent la garde, qui baissent la concentration, qui fragilisent, etc. Alors on va avoir essentiellement ces médicaments-là, mais on peut aussi avoir des drogues. Et dans les drogues, on peut utiliser aussi bien des drogues stimulantes. Par exemple, ça fait 3 années consécutives que la MDMA, qui rentre dans la composition des comprimés d'ecstasy, est utilisée, et elle est numéro 1 depuis 3 ans consécutifs. Et on va avoir aussi des dissociatifs, des hallucinogènes, je pense à la kétamine, je pense etc., à plein de choses, qui vont aussi altérer la perception de la réalité. J'ai une distorsion audiovisuelle, j'entends pas bien les sons, je perds la notion du temps, j'ai des hallucinations. Alors souvent on nous dit mais je comprends pas pourquoi on donnerait un stimulant à une victime ou un dissociatif si le but c'est de l'agresser et faciliter son passage à l'acte. Parce que détrompez-vous, les victimes ne sont pas seulement endormies. L'agresseur, qu'il vous endorme, qu'il vous stimule, c'est-à-dire il va hypersensualiser, euphoriser, altérer le comportement, ou vous dissocie, vous fait perdre la notion de la réalité, son objectif, c'est simplement de réduire au maximum vos capacités de défense pour passer à l'acte. Et ça, il suffit de... Quelle que soit la substance qui altère votre comportement, il réduit vos capacités de défense. C'est son objectif. Pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus c'est parce que souvent on intervient auprès des enquêteurs notamment, et on fait très attention à dire et à répéter 100 fois attention, c'est pas une vidéo de surveillance, c'est pas même une vidéo privée qui dit si vous êtes consentant ou pas. Vous pouvez être endormi, les victimes ne sont pas que des poupées de chiffon, elles peuvent être endormies ou fatiguées, etc., avec une sédation consciente, ce qu'on appelle. Elles peuvent aussi être complètement stimulées, désinhibées sur une piste de danse. C'est pas une vidéo qui dit ce qui coule dans vos veines, et encore moins si vous l'avez consommée volontairement. Donc quand on fait un travail d'enquête, et c'est ce qu'on dit à chaque fois bien sûr aux enquêteurs qui sont de plus en plus sensibilisés à ces questions-là, attention, c'est un des éléments des faisceaux d'indices, mais un parmi d'autres. Et j'insiste très lourdement là-dessus parce qu'aujourd'hui, cet outil est utilisé par les agresseurs eux-mêmes. Je vais prendre moi-même la vidéo de ma propre agression pour montrer à quel point elle était consentante. Attention, hein. C'est absolument pas le cas. Il faut faire très attention à toutes ces preuves que les agresseurs prennent pour pouvoir les retourner contre les victimes.
Il y a ça, on va faire des prélèvements, on va vérifier ce qu'il y a dans ses veines, on va vérifier ce qu'il y a dans ses cheveux, on va voir si elle a consommé volontairement ou pas. Et on fait tout le reste de l'enquête, parce que l'enquête, au départ, nous dit l'aveu, c'est la reine des preuves, après on nous dit l'ADN, c'est la reine des preuves, et aujourd'hui, on nous dit la vidéo. Donc attention, aucune d'entre elles n'est la reine des preuves, c'est tout un faisceau d'indices, et après, bien sûr, c'est à l'état de droit de faire le travail. Mais on ne va pas trop vite en interprétation, hein. Et souvent, on se plante, en plus. Donc c'est très important, c'est extrait de son contexte, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et surtout on ne sait pas ce qu'il y a dans nos veines à travers une vidéo. Donc c'est très important, une victime de soumission chimique n'est pas forcément endormie. Et donc c'est pour ça que j'insistais sur le méfiez-vous des apparences dans ces cas-là. Il faut faire l'expertise toxicologique. S'il y a des enquêteurs dans la salle, je sais qu'ils ne sont pas à convaincre. Donc, c'est une course contre la montre. Et pourquoi je vous dis qu'il faut agir assez rapidement? Parce que les substances s'éliminent très rapidement dans le sang et les urines. D'accord? Et donc, en général, ce qu'on peut faire comme prélèvement, c'est le sang et l'urine. Alors, le sang et l'urine, en général, dépasser 5 jours, ce n'est plus utile. En général, on dit le sang dépasser 3 jours, c'est plus utile, l'urine dépasser 5 jours, c'est pas utile, mais globalement, c'est 5 jours, puisque même pour les examens en médecine légale, ils essayent il n'y a pas de consensus en soi, mais il y a toute une partie où ils estiment que dépasser 5 jours pour retrouver de l'ADN aussi, ça va être compliqué. Mais globalement, il faut agir très très vite. Alors c'est vrai pour la toxicologie, mais après je vous expliquerai pourquoi il faut agir très vite tout court, parce qu'il n'y a pas que de la tox dans la vie, il y a aussi tout le reste de la prise en charge d'une victime de violence. Donc ces substances vont s'éliminer très rapidement dans le sang et l'urine. Ça ne veut pas dire qu'après il n'y a plus de recours. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que les idées reçues sont nocives à la prise en charge des victimes? Si tout le monde pense, on aura l'occasion de parler on a parlé des substances, si tout le monde pense qu'il n'y a que le GHB, par exemple, moi je vous ai dit là c'est des centaines d'agents de soumission chimique possibles, le GHB en fait partie, mais c'est un parmi des centaines, et n'importe quel professionnel vous dira non, alors du coup le GHB ça se détecte 6 à 9 heures dans le sang, 10 à 12 heures dans l'urine, le temps d'une nuit on ne le retrouve pas, donc à quoi bon déposer plainte, madame ou monsieur, vous ne pourrez jamais prouver qu'on vous a drogué à votre insu. C'est faux, archi faux. C'est faux. Donc quand je dis qu'il faut déconstruire les idées reçues, parce que sinon on ne sait pas prendre en charge une victime correctement, moi j'ai déjà eu des victimes qui ont été reçues dans les 6 heures et on leur a dit que c'était trop tard. Donc c'est important de dire non, il n'est pas trop tard. Et mieux que ça, quand on a dépassé les délais dans le sang et les urines, il reste aussi notamment le cheveu. C'est pas parfait le cheveu, mais c'est quand même assez ingénieux. Donc le cheveu, pour vous expliquer comment ça fonctionne, quand vous prenez une substance, la substance va diffuser dans votre sang, d'accord ? Et elle va venir irriguer un certain nombre d'organes, et notamment, elle va arriver à un moment donné au niveau du bulbe des cheveux. Et donc en fait, le cheveu, il pousse d'1 centimètre par mois, à peu près. C'est entre 0,7 et 1,4 en fonction des variations des uns et des autres. À peu près 1 centimètre par mois. Donc si vous avez 12 centimètres de cheveux, vous avez à peu près 1 an d'historique. D'accord ? Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prélever au niveau de la queue de cheval, ici à l'arrière, comme ça on peut recouvrir du mieux qu'on peut. On va prélever 3 grosses mèches de cheveux, c'est gros, hein, ça fait un petit trou comme ça quand même. Et on en fait 3 des trous comme ça. Donc après on recouvre comme on peut. Pour les garçons, souvent ils se rasent quand c'est trop court. Et quand ils n'ont pas de cheveux sur la tête, on va chercher des poils. Mais globalement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais déjà, on va faire sur le cheveu. On va parler déjà du cheveu. Donc vous avez à peu près 1 an d'historique avec 12 cm de cheveux. Plus vous avez votre dossier pharmaceutique là sur la tête, tous. Plus vous êtes proche de la racine, plus vous êtes proche des faits récents. D'accord ? Donc, plus vous reculez centimètre par centimètre et vous remontez le temps mois à mois. Donc, nous, ce qu'on va faire avec le cheveu, enfin les experts, pas nous, moi je suis expert de santé publique, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prélever les cheveux, ils vont les couper de différents segments en identifiant le segment qui correspond à la période des faits, puisque c'est datable du coup, même si c'est approximatif, c'est à peu près 1 mois de battement. Et puis, ils vont analyser chaque fragment une fois qu'il a été pulvérisé pour savoir qu'est-ce qu'on retrouve dedans. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que ça permet au toxicologue de dire, écoutez, sur le segment des faits, voilà, si aujourd'hui on m'avait mis quelque chose dans mon eau, il faudrait qu'on me prélève mes cheveux dans 1 mois, le temps que le segment des faits pousse, le fameux segment qui aura capturé la substance. Si on retrouve par exemple, je sais pas moi, un médicament, n'importe lequel, sur ce segment-là et qu'on le retrouve nulle part ailleurs, et qu'on le retrouve à petite concentration, c'est plutôt le signe qu'on m'ait donné quelque chose à mon insu. Après, il faudra quand même faire le travail d'enquête. Je peux l'avoir pris pour la première fois, etc. Mais globalement, c'est plutôt à charge. Et si en revanche, j'en ai partout dans le cheveu, c'est potentiellement mon traitement. D'accord ?
Je le prends de façon régulière. C'est pareil pour les drogues. Je suis usagère de drogue ou j'ai de la MDMA uniquement sur ce segment. Et puis ce qui est très intéressant surtout pour les violences intrafamiliales qui sont à prise répétée potentiellement sur du long terme, c'est que là on peut même voir longtemps dans le temps depuis combien de temps une personne est exposée potentiellement. Quand je dis combien de temps, en général le cheveu on ne dépasse pas les 6 mois quand même pour le faire, même si c'est fait dans le cadre de l'expertise toxicologique. Mais le cheveu c'est bien de aussi le prélever le plus vite possible dans le mois, je veux dire, on le prélève dans le mois et après surtout on le conserve. Parce que dépasser 6 mois, 1 an, alors là c'est encore plus impossible pour la simple raison que c'est une pièce à conviction que vous avez sur la tête. Donc avec les différents lavages, avec la piscine, avec les teintures, les colorations, les coiffeurs, les machins, etc., ça devient extrêmement compliqué. Et donc c'est pour ça qu'il faut surtout préserver vos cheveux si jamais malheureusement vous suspectez une soumission chimique. Pas de teinture, pas de décoloration, pas de traitement agressif qui peut altérer l'interprétation. Je vous dis ça, ça vous paraît peut-être simple à respecter, c'est très difficile à respecter, parce que c'est identitaire le cheveu. Et demander à quelqu'un de ne pas se teindre les cheveux quand il n'aime pas ses cheveux blancs ou qu'il n'aime pas ses repousses brunes quand elle est fausse blonde, c'est pas si évident que ça. Donc, alors je vous dirai un mot sur la vulnérabilité chimique tout de même, parce que c'est important de pouvoir appréhender les différents modes opératoires et puis après on passera sur d'autres notions avec des petites vidéos que je voudrais vous présenter pour vous sensibiliser à certaines questions. Alors la vulnérabilité chimique, ce qui va la distinguer de la soumission chimique, vous l'avez compris, c'est que là la personne consomme volontairement la substance. Ce qui va la distinguer de la soumission chimique, c'est que dans la soumission chimique, c'est surtout des médicaments qui sont utilisés et des drogues dans un second temps. En vulnérabilité chimique, c'est dans 90% des cas de l'alcool. C'est j'ai consommé de l'alcool, l'alcool m'a mis dans un état de fragilité, apparent pour l'agresseur, il me voit, je titube, je vomis, je me sens pas bien, je suis désinhibée, je suis plus en état. De toute façon, j'arrive même plus à articuler, mais il considère que je peux exprimer mon consentement. Voilà. Donc c'est des trucs où il faut avoir bien en tête. Donc la plupart du temps, c'est de l'alcool pour la vulnérabilité chimique. L'alcool plus ou moins cannabis, donc on va retrouver le plus. Et puis malheureusement, et de plus en plus, le protoxyde d'azote, les fameux ballons. D'accord ? Les ballons, attention, on ne va pas arrêter de nous bassiner avec le fait que pas du tout, les ballons ça dure à peine 2-3 minutes et puis après on n'a plus d'effet et puis on n'a même pas le temps de voler un baiser. Alors sachez déjà qu'un baiser c'est une agression sexuelle, donc ce n'est pas rien. Et puis de toute façon, quand bien même on ne parlerait pas du baiser, et qu'on parlerait du reste, en 3 minutes, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qu'on a le temps de faire dans l'absolu, sachant que, encore indépendamment des 3 minutes, les sessions et les consommations des substances sont majeures. Là, ils consomment et de l'alcool et du cannabis et ils font des tanks énormes à respirer, des bonbonnes entières de protoxyde d'azote. Donc on est avec une substance qui est amnésiante, qui fatigue, qui est anesthésiant à la base. Donc qui permet une sédation consciente. C'est-à-dire que, vous savez, on le met, nous, pour changer des pansements, etc. On l'a utilisé même pour faire accoucher des femmes. Il fut un temps, la reine Victoria l'a accouché avec du protoxyde d'azote. Donc, en plus, elle est réveiller la personne et elle doit agir. Elle peut agir. Donc, évidemment que ça, c'est un premier fait qui le distingue de la soumission chimique. Mais il y a autre chose qui le distingue de la soumission chimique. Enfin, autre chose, pardon, qui... comme la soumission chimique qui continue à entretenir des idées reçues sur la vulnérabilité chimique, on a tendance à dire la soumission chimique c'est prémédité. Bon, ça je pense que je n'ai pas trop à vous le démontrer, on choisit un produit, on choisit un vecteur, on trouve toute une stratégie pour piéger l'autre, mais on a tendance de façon un peu rapide à dire que la vulnérabilité chimique, ça c'est d'opportunité. Ça j'ai pas prévu. Et puis de toute façon moi-même j'étais défoncée en général, la personne était alcoolisée, moi aussi j'étais alcoolisée, j'ai profité du moment, j'ai pas réfléchi et puis j'en suis vraiment désolée. C'est un peu facile. Ce n'est pas vrai. Dans la soumission chimique, vous avez les deux. Vous avez la vulnérabilité, ce qu'on appelle d'opportunité, c'est comme ça qu'elle s'appelle, et vous avez la vulnérabilité proactive ou de prédation. Le plus simple à comprendre, c'est les jeux d'alcool. C'est aussi pour ça que je m'adresse à vous. Donc on peut initier des consommations et mettre en place des jeux d'alcool, etc. Donc un jeu d'alcool, j'ai déjà eu des situations, alors indépendamment de votre santé, parce que la santé pour le coup ça c'est quelque chose sur lequel je vous alerte bien évidemment, mais là je parle de violence et en violence je vous culpabiliserai jamais. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez consommé, on m'a jamais appris en cours de pharmaco que les substances violaient. Donc les substances ne violent pas, il y a des êtres conscients qui procèdent à des passages à l'acte criminel.
Donc on n'est pas là pour impliquer les substances, mais simplement pour vous dire que dans les jeux d'alcool, je vous donne un exemple concret de ce que c'est qu'une préméditation. Je pense à une jeune fille en particulier qui avait 16 ans, qui se prête à un jeu avec des copains, elle est en confiance, elle les aime bien, il n'y a pas de souci, et puis ils enchaînent les shots. Puis c'est rigolo, elle est incitée par le groupe, bois, bois, bois. Donc elle boit, elle trouve ça rigolo. Sauf que ce qui va se passer ensuite, et ce qu'elle ne pourra pas anticiper, et à juste titre, parce qu'il faut être sacrément tordu, c'est que cette jeune fille va subir un viol collectif, qu'elle sera filmée, que ça sera diffusé sur les réseaux sociaux, et que tout ça, dès le départ, était pour l'embrigader dans la prostitution. Donc là, typiquement, une prédation, juste en incitant quelqu'un à consommer. La consommation est volontaire, mais incitée avec une vulnérabilité proactive. Il y a aussi la voiture balai, comme on l'appelle. La voiture balai, c'est des hommes dans une voiture qui font le tour des boîtes de nuit pour trouver la personne vulnérable. Et là, on la met dans la voiture, on l'emmène à l'hôtel. Et on l'agresse. Donc vous voyez, c'est des vulnérabilités apparentes, c'est pas qu'on n'a pas compris. Le viol n'est pas un malentendu. Donc ça, c'est des notions qui sont extrêmement importantes à avoir en tête. Il faut changer de regard, en fait, sur la vulnérabilité. Une personne qui a consommé des substances n'est pas une personne qui révèle sa vraie nature et sa personnalité. On entend beaucoup trop, au contraire, tu m'as dit ça, tu étais bourré, c'est parce que tu le pensais. Elle est désinhibée, mais parce que sans doute que c'est ça sa vraie nature. Non, votre vraie nature, c'est quand vous êtes sobre. Et après, effectivement, les substances agissent sur vous et peuvent soit vous fatiguer, vous désinhiber, vous dissocier et puis nous rendre agressifs, etc., peu importe. Mais en tout cas, le consentement, il doit être éclairé, on va en parler. On ne peut pas être dans un consentement éclairé si on est désinhibé. Donc l'assistance qu'il faut porter à une personne qui a consommé, c'est vrai quand elle titube, c'est vrai quand elle vomit, c'est vrai quand elle est fatiguée, quand elle s'endort, attention au coma évidemment, et éthylique notamment, parce qu'on parle beaucoup d'overdose, on ne dit pas assez que l'alcool aussi tue par overdose. Et après, vous avez aussi, donc, dans cette problématique, si la personne est aussi désinhibée. Si vous voyez un ami, une amie qui est complètement désinhibée et qui est en train déjà de se déshabiller de partout devant tout le monde, etc., c'est pas sa vraie nature. Si elle est bourrée, il faut faire attention à Sophie ou à Max. Ok ? Donc le consentement, ça permet d'en parler. Il me reste 15 minutes, c'est ça, il me semble. Il faut que j'accélère. Donc le consentement, ça permet d'en parler. Maintenant, en plus, il a été redéfini dans la loi. Donc le consentement, il est libre, il est éclairé, il est préalable, enthousiaste, spécifique, révocable. Ça fait beaucoup de phrases, mais je vous la fais courte. Avant, il y avait aussi le terme informé. Un consentement, en fait, c'est... pourquoi je vous explique que ce n'est pas une question de malentendu, c'est important d'avoir ça en tête. Un consentement libre, c'est qu'il n'est pas sous la contrainte, il n'est pas sous le chantage. On aime bien dire que céder n'est pas consentir. Ce n'est pas parce que votre copain... pour ne pas parler de conjoint, sinon vous n'allez pas vous reconnaître, c'est pas parce que votre copain insistait lourdement et vous avez dit 1000 fois non, et qu'au bout d'un moment vous avez dit oui parce qu'il vous a tellement épuisé de harcèlement, ça s'appelle un harcèlement sexuel pour reprendre des termes juridiques, et que vous avez eu ce rapport sexuel sous le chantage, ce n'est pas un rapport consenti. Donc le consentement, il est libre. Il est libre, c'est que je dis oui, je dis non, si ça me chante, comme ça me chante, si je veux, comme je veux et quand je veux. Donc ça, c'est très important que ce soit très clair pour tout le monde. Ça vaut pour les garçons et ça vaut pour les filles, puisque les garçons aussi ont exprimé leur consentement. Donc c'est vrai pour le fait que ça ne soit pas sous contrainte, pas sous la menace, pas sous le chantage. Si tu fais pas ça, je te quitte. Si tu fais pas ça, je vais voir ailleurs. Et tu l'auras cherché et ça sera de ta faute. Tout ce que vous avez sans doute déjà entendu. Il est éclairé, ça veut dire que je suis en capacité de comprendre ce qu'on me dit aussi. J'ai compris ce qu'on me dit, je suis en capacité de le comprendre. Donc si je suis défoncée aux substances, ça va être compliqué qu'il soit éclairé déjà. Mais en tout cas, c'est important que je sache à quelle sauce je vais être mangée, en gros. Donc préalable, oui, ça ne sert à rien de dire j'imaginais que tu étais OK. Maintenant, tu me demandes avant, ça serait quand même bien. Donc là, pour l'affaire Pédico, c'est assez parlant. Ils ont considéré qu'elle était consentante. Le mari a dit oui, mais on s'en fout de mari. On a besoin de savoir si Madame Pédico était d'accord. Elle dormait, donc tu n'as pas pu lui poser la question. Oui, mais pour moi, elle était d'accord. Non, c'est préalable, un consentement. Et c'est à la personne intéressée. C'est pas au compagnon, c'est pas au mari, c'est pas au copain, et c'est pas au Mac. Alors, enthousiaste, ça permet de sortir de « elle a dit oui, elle a dit non ». Enthousiaste, c'est qu'un corps qui vous veut, qui vous désire, c'est sa voix, ça se sent, c'est sonore, c'est vibratoire, c'est formidable, c'est merveilleux, la sexualité. Rien à voir avec la violence. Rien à voir.
Donc pourquoi je vous dis le fameux oui et non? Parce que si je vous disais qu'il suffisait de dire oui pour être consentante, je balayerais d'un revers de main tous les viols conjugaux, d'accord? Qui ont cédé au chantage, au machin, etc. Donc c'est très important d'avoir en mémoire que c'est libre et éclairé, et ça veut dire qu'on est dans un rapport d'égalité. Si on n'est pas dans un rapport d'égalité, il n'y a pas de consentement possible de toute façon. Donc si c'est sous la contrainte, sous la domination, sous l'écrasement, ça ne fonctionne pas. Donc l'enthousiasme, c'est pour dire ça, c'est que, encore une fois, ce n'est pas une question de malentendu. Quelqu'un qui se crispe, quelqu'un qui n'a pas envie, quelqu'un qui se resserre, qui se rétracte, il n'a pas besoin de vous dire non, hein. Tout son corps vous dit non. Spécifique, ça veut dire que je peux être d'accord pour ça, mais pas pour ça. Je peux être d'accord pour quelque chose en particulier. Je suis d'accord pour un rapport vaginal, par exemple, mais pas pour un rapport anal. Et ça m'appartient. Je peux être d'accord pour un rapport, pas être d'accord pour un rapport buccal. Je peux être d'accord pour une relation sexuelle, mais pas pour une relation sexuelle non protégée. Je peux être d'accord pour Pierre, Paul, mais pas pour Jacques. Je peux être d'accord pour Pierre, Paul et Jacques, mais pas pour être filmé, etc. C'est ça ce que ça veut dire, un consentement spécifique. Donc c'est pas open bar. Et puis c'est révocable, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux retirer mon consentement sans m'en justifier. Je n'ai pas de justification à apporter. Arrête, j'ai mal. Tu t'arrêtes, j'ai mal. Et puis basta. Il n'y a pas, t'as commencé, alors on y va. Arrête, j'ai mal. Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu arrêtes. Donc c'est la définition du consentement telle qu'elle a été modifiée dans la loi. Donc je vous montre juste une petite vidéo et après on va passer à la suite pour vous expliquer le consentement à travers une tasse de thé, parce que c'est plus sympathique que comme je vous le décris. Si vous avez encore du mal à comprendre ce que signifie le mot consentement, alors imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous voulez faire une tasse de thé. Vous dites « Hey, est-ce que tu veux boire un thé ?» Et la personne répond « Oh mon Dieu, putain, ouais, j'adorerais prendre une tasse de thé, merci !» Alors, ça veut dire que la personne veut une tasse de thé. Si vous dites « Hey, tu veux boire un thé ?» et qu'on vous répond « Je sais pas, je suis pas sûr », alors vous pouvez leur préparer un thé ou non, mais soyez bien conscient que la personne n'en voudra peut-être pas. Et si la personne n'en veut pas, c'est là le plus important. Ne la forcez pas à boire. Ce n'est pas parce que vous avez fait du thé que vous avez le droit de voir quelqu'un le boire. Et si la personne vous dit « Non merci », alors ne lui faites pas de thé du tout. Ne lui faites pas de thé. Ne la forcez pas à boire du thé. Ne vous énervez pas parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut juste pas de votre thé, d'accord? La personne pourrait aussi dire « Oui, s'il te plaît, ce serait très aimable de ta part ». Et quand le thé arrive, finalement, elle n'en veut plus du tout. Bien sûr, c'est plutôt embêtant parce que vous aviez fait l'effort de préparer tout ce thé. Mais rappelez-vous que personne n'est obligé de boire du thé s'il n'a pas envie. Oui, la personne voulait du thé, mais plus maintenant. Il y a des gens qui changent d'avis en moins de temps qu'il faut pour faire bouillir de l'eau, infuser le thé, rajouter quelques gouttes de lait. Et c'est tout à fait acceptable qu'une personne change d'avis. Et vous n'avez toujours pas le droit de les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente, ne lui préparez pas de thé. Les gens inconscients ne veulent pas boire le thé. Et en plus, ils sont incapables de répondre à la question « Voulez-vous du thé ?» Parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être que la personne était réveillée quand vous lui avez demandé, et qu'elle a dit oui. Mais le temps de faire bouillir l'eau, d'infuser le thé, de rajouter quelques gouttes de lait, la personne est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé quelque part. Assurez-vous que la personne est en sécurité, et c'est encore la partie la plus importante, ne lui faites pas boire de thé. Elle a dit oui tout à l'heure, d'accord. Mais les personnes inconscientes n'ont pas du tout envie de boire le thé. Si quelqu'un accepte de boire un thé avec vous, qu'il commence à en boire, puis qu'il s'endort ou s'évanouit avant d'avoir fini sa tasse, ne continuez pas à verser le thé dans leur gorge. Rangez le thé. Assurez-vous plutôt que la personne soit en sécurité, parce que les gens inconscients n'ont pas du tout envie de boire le thé. Croyez-moi sur ce point. Si quelqu'un est venu boire un thé chez vous samedi dernier, ça ne veut pas dire qu'il veut que vous lui fassiez du thé tout le temps. Cette personne n'a pas forcément envie que vous vous pointiez chez elle sans prévenir avec du thé pour les obliger à boire, en lui disant « mais tu voulais du thé la semaine dernière » ou pire, d'être réveillé par une personne qui lui verse du thé dans la bouche en disant « mais tu voulais du thé la semaine dernière ». Si vous arrivez à comprendre à quel point c'est complètement ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il ne veut pas, et que vous comprenez pourquoi ces personnes ne veulent pas de thé, alors pourquoi ce serait si dur de comprendre ça quand il s'agit de sexe? Que l'on parle de thé ou de sexe, c'est pareil, le consentement est la clé. Et sur ce, je vous laisse. Je vais me faire une petite tasse de thé. Voilà, je voulais quand même vous montrer la petite vidéo parce qu'elle est beaucoup plus sympathique que moi et qu'elle vous permettra justement de mieux comprendre. J'insiste sur un point. Il y aura d'autres vidéos très brèves mais qui sont intéressantes puisque c'est beaucoup plus parlant qu'un long exposé. En termes de loi, juste un petit mot quand même pour vous dire que ce n'est pas une opinion personnelle, hein, c'est ce que prévoit la loi.
et que la loi, c'est ce qui nous permet de faire société ensemble, de connaître les règles de notre société. Il y a un viol, par exemple, on va prendre l'exemple du viol, il y a plusieurs facteurs aggravants de viol, d'accord ? Ce qui va alourdir la peine, un facteur aggravant. Pour l'agresseur, du coup, puisque vous avez bien compris que c'est l'agresseur qui est responsable de l'agression et pas la victime. D'ailleurs, en matière de loi, la responsabilité est du côté de celui qui enfreint la loi. Le viol est un crime. Donc, typiquement, un viol aggravé, ça sera un viol avec administration de substances nuisibles. Donc, on a contraint la personne à consommer une substance. C'est un viol aggravé. Ça peut aussi être retenu pour la vulnérabilité chimique. Là, on est en train d'essayer de modifier la loi pour que ça soit encore plus clair. Mais il y a écrit déficience physique ou psychique apparente. Donc, typiquement, une personne qui ne tient plus sur ses jambes, qui vomit, qui ne va pas bien, on le voit très bien dans la vidéo, ça ne sert à rien d'expliquer que madame ou monsieur était consentant, mais monsieur n'est pas du tout en état de discerner. D'accord ? Donc ça fait partie aussi des choses. Le troisième point, et ça, c'est pas intuitif, c'est pour ça que je vous le dis, si l'agresseur a consommé, ça aggrave son cas à lui. Ça, c'est pas clair pour les gens. Tout le monde pense que quand on est bourré, ça passe. Il n'y a qu'en couple que ça marche. Le désolé chérie, j'étais bourré quand je t'ai trompé. En matière de loi, c'est encore plus grave si vous êtes bourré. Je vais vous l'expliquer très simplement pour que vous compreniez le message. Si vous renversez quelqu'un en voiture, est-ce que vous pouvez dire « désolé, j'étais bourré » ? Ça va aggraver la peine. On va vous dire « bah non, vous avez consommé ». La consommation, vous savez qu'elle peut altérer votre comportement, potentiellement, et vous avez en plus agressé une personne. C'est vrai quand on renverse quelqu'un en voiture, et c'est la même chose quand on mord la police, c'est la même chose quand on viole une personne, quand on saccage des biens publics, etc. Être sous l'emprise d'une substance au moment où vous commettez un fait criminel ou délictuel ne fait qu'aggraver votre cas. Et l'objectif est de responsabiliser l'usager quand il est agresseur. Ça, je vais passer rapidement parce que je vois qu'il est déjà 24 et qu'il ne me reste plus que 6 minutes, mais simplement pour vous dire attention aux fake news, parce que je vous ai parlé des idées reçues, pas des fake news. Attention à tous ces apprentis experts qui vous expliquent que vous pouvez parfaitement identifier à l'œil nu un verre souillé par une drogue avec des glaçons qui coulent, des bulles, etc., etc. Vous serez en incapacité totale d'identifier un verre souillé. Et quand bien même vous l'auriez identifié, j'ai envie de vous dire, c'est que l'agresseur a raté son coup, puisque l'objectif était de vous piéger et qu'il n'a pas réussi à vous piéger. Quand bien même vous vous en seriez rendu compte, vous aurez dû boire la substance pour vous en rendre compte, puisque vous allez dire c'est un goût bizarre ou des choses comme ça. De toute façon, vous avez avalé la substance. Donc attention, ça n'aide pas du tout. Ça laisse l'idée que vous pouvez vous protéger par des mesures de surveillance et d'hypervigilance. C'est extrêmement culpabilisant. Ça ne sert à rien et ça n'a aucun fondement scientifique. C'est du délire. De la même façon, on vous explique qu'il faut mettre des capuchons à verre, qu'il faut utiliser des bandelettes test, que vous avez des vernis anti-viol qui ont une couleur et quand vous trempez le doigt dans le verre, le vernis va changer de couleur et vous verrez, vous serez protégé des violences sexuelles. Alors autant vous dire que c'est ne rien comprendre à ce que sont les violences. S'il suffisait d'un vernis anti-viol pour empêcher le viol, je vous assure, ça ferait longtemps qu'on aurait tous les doigts colorés. C'est infiniment plus compliqué que ça. Déjà, les idées reçues pour le capuchon à verre, vous l'avez compris. Les idées reçues, c'est que ça entretient l'idée que c'est toujours le rôdeur. Mais vous continuerez à laisser votre verre sous la surveillance d'une personne de confiance et vous avez compris le topo. Ça entretient l'idée, alors là, c'est pas le cas, mais des fois, il y a des chouchous, etc. On a l'impression que ça doit être utile qu'aux femmes, alors que ça concerne aussi les garçons, les personnes transgenres. Il faut des outils non genrés. Ça laisse penser souvent que ça se passe dans des verres d'alcool. Je vous ai dit qu'il y avait plein de manière également de droguer une personne à son insu et qu'on n'est pas à l'abri d'une administration de substances en dehors du verre d'alcool. Et puis, donc je veux dire, s'il voit votre capuchon à verre sur votre verre d'alcool, il y a de l'eau à côté, il pourra faire autrement. Et puis, surtout, ça ne fait passer aucun message sur la vulnérabilité chimique, puisqu'on a toujours l'impression que le danger est extérieur au verre. Attention, l'alcool aussi peut vous mettre en état de vulnérabilité. Et dans ce cas-là, c'est ce que je vais vous préconiser, c'est plutôt une vigilance solidaire. Donc, et pour les bandelettes test, la messe est dite, ça recherche très très peu de substances, ça n'a absolument aucune valeur en termes de fiabilité. Et puis pour le vernis anti-viol, pareil, ça recherche à peine 4 substances. Ces substances, en l'occurrence, ces vernis sont développés aux États-Unis avec la recherche de Rohypnol. Le Rohypnol, c'est un médicament qui est carrément abrogé en France. Donc ça veut dire que vous recherchez ce qui n'est même pas en circulation, c'est pas très efficace en termes d'outils de réduction des risques. Et puis j'ai envie de vous dire combien vous faudra-t-il de doigts pour boire un verre tranquille. Parce qu'il faudrait tremper le doigt d'abord, puis ensuite, à chaque fois que vous prenez une gorgée, autant de fois que vous aurez un verre. Je déteste tout outil
qui laissent faussement penser que vous êtes en sécurité. Je préfère encore vous dire vigilance, prudence et surtout vigilance solidaire. Quand je vous dis vigilance, c'est pas attention à vous seulement. Ça, encore une fois, je vous infantilise pas. Je sais que vous le faites déjà et je sais que les règles élémentaires de sécurité, vous les respectez. On a tous eu des parents qui nous ont dit quoi faire. Moi, j'essaye juste de vous dire, soyez vigilants ensemble. C'est-à-dire qu'une personne vulnérable, je fais attention à elle, je la mets en lieu sûr, je m'assure qu'elle ne subisse pas d'agression, etc., etc. Donc, il y a des applications pour ça. Je vous ai donné quelques exemples, mais Safer, par exemple, il y en a qui le mettent en place dans les établissements festifs pour que des organisateurs de soirées soient alertés par une application. Si vous êtes en danger, ils vous géolocalisent et ils interviennent. Il y a également l'application The Sorority, par exemple, qui permet d'être en contact avec des sœurs. Donc il n'y a que des femmes, excusez-moi les garçons, sur cette application, mais on en parlera d'autres applications. Qui vous permettent de savoir combien de sœurs sont autour de vous et qui peuvent intervenir, appeler les forces de l'ordre pour vous notamment. Alors ne le faites pas pour les violences conjugales, pour ça appelez directement les forces de l'ordre, mais en revanche ça peut être extrêmement précieux pour le harcèlement de rue, etc. et tout ce qui s'ensuit. Donc la vigilance solidaire c'est important, quelqu'un à distance peut le faire pour vous et même si vous sortez seul, vous voyez, on ne va pas vous dire ne sortez plus seul, c'est simplement que là vous avez la possibilité d'alerter autour de vous. Donc elle géolocalise plein d'utilisatrices qui interviennent et qui sont extrêmement efficaces. Appel, c'est la même chose, mais c'est vous qui désignez votre personne de confiance. Et quand il vous arrive quelque chose, l'application s'allume, tout est enregistré, on vous géolocalise et les forces de l'ordre peuvent intervenir. Et il y a bien sûr l'application des forces de l'ordre eux-mêmes qui est sur masécurité.gouv. Donc l'application Ma Sécurité qui est extrêmement importante, qui vous montre des safe zones où vous pouvez vous abriter et qui vont permettre aux forces de l'ordre également d'intervenir. Ce qui est important, c'est de garder en tête que les bons réflexes, c'est justement de écouter ses doutes. On nous a trop expliqué, et les femmes encore plus, j'insiste un peu là-dessus, les garçons, parce que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas côté féminin là-dessus, que ce qu'on a, on l'invente, que c'est pas très clair, qu'on n'est pas sûr de nous, on nous fait douter en permanence. On a tendance à beaucoup supporter la douleur physique du fait de ce que vous savez, les menstruations régulières. On a l'impression de minimiser nos douleurs. C'est tellement vrai qu'on a tendance à aller beaucoup trop tard pour se faire soigner nos infarctus et qu'on meurt plus de nos infarctus à cause de cette résistance à la douleur que nous avons tendance à faire. Donc j'insiste pour ça beaucoup sur les femmes. On écoute ses doutes. Moi, je préfère que vous trompiez. Moi, je me suis trompée, j'ai cru que. La réalité, vous n'êtes pas senti bien, vous n'êtes pas senti en sécurité, vous appelez de l'aide, ou alors vous mettez en lieu de sécurité et vous faites appel à des personnes qui peuvent intervenir dans ce cas-là. Je vais simplement terminer sur le dépôt de plainte. Donc, il y a des freins pour plein de raisons. Les victimes ont surtout peur de ne pas être crues. Mais attention, pas crues uniquement par les forces de l'ordre, hein. Ça, c'est trop facile. Les victimes ont peur de ne pas être crues par tout le monde. Par leurs amis, par leurs parents, par leurs compagnons, par leurs copains, par leurs collègues, par leurs patrons. Les forces de l'ordre ne sont qu'une représentation de la société et notre société n'est pas encore assez aidante et à l'écoute des victimes. Donc c'est très important de ne jamais les culpabiliser. Attention à ces préjugés qui sont extrêmement présents. On en a déconstruit un certain nombre. J'aimerais juste, si vous me le permettez, déconstruire celui-ci parce qu'il est extrêmement important et c'est celui qui parasite toute la prise en charge des victimes. On a encore tendance à imaginer que se défendre, c'est frapper, nécessairement crier et frapper. Et on a tendance à trop reprocher aux victimes de ne pas se défendre. Moi, je suis là pour vous dire, si vous avez été victime de violence ou si je ne vous le souhaite pas, un jour vous êtes victime de violence, que vous vous êtes toujours défendu. Parce qu'il y a 1000 façons de se défendre, qui est physiologique. Ça se passe sans vous, hein. C'est pas vous qui décidez, c'est votre corps qui va décider à votre place. Mais c'est la loi des 5 F, comme on les appelle. Soit c'est fight, effectivement on va se battre, soit c'est flight, on va s'enfuir, soit c'est freeze, on va bloquer, d'accord ? Soit c'est flop, c'est quand on bloque, on serre et puis d'un coup on lâche, on est déjà comme une poupée de chiffon, on se laisse faire comme ils le disent. Ou soit fun, c'est on va essayer de négocier avec l'agresseur, être très gentil et essayer de calmer ses grandes colères. Il n'y a pas de réaction inadaptée à une agression, il n'y a que des réactions physiologiques parce que vous êtes programmé pour survivre. Et il arrive que survivre soit ne surtout plus bouger. Et je voulais vous le démontrer avec cette très très courte vidéo qui est essentielle pour que vous le compreniez, pour arrêter de dire aux victimes « mais pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait ça ?» Parce qu'elles se le disent tous les jours, alors ne leur dites pas ça, s'il vous plaît. Why didn't you report the rape in the first case if there was evidence? It's a big problem. And if there wasn't evidence, does that mean you didn't fight back? Why not? We see it the whole time. You ladies do make our job rather difficult. What are you thinking, Lawrence?
I'll tell you what's going on in your head biologically. There's a part of your brain, the amygdala, is telling you to do whatever you need to do to survive. It's like a siren, survive, survive. So loud, in fact, it's drowning out your cerebral cortex, your logical brain. Your cortex knows, I'm not going to cut your throat, why would I do that? My family's in enough trouble as it is. But the amygdala, it's pure instinct. It feels the damage this can do. It's no bigger than a peanut. You're taken by surprise, afraid for your life. We're programmed to do whatever will ensure our survival. And sometimes, that's nothing. I think you've made your point. Voilà, donc je vous dis simplement que non, même celles qui n'ont pas bougé, elles se sont défendues. C'est pas comme ça que la société l'entend, mais c'est ce que leur corps leur a dit de faire à ce moment-là. Et on ne sait pas quelle va être notre réaction avant d'être confronté au problème. Il y a des situations dans lesquelles vous allez friser, il y a des situations dans lesquelles vous allez vous battre, il y a des situations dans lesquelles vous allez pouvoir crier et d'autres où vous ne pourrez pas et ça se fait sans vous. Donc il n'y a pas de lâcheté de fort et de faible, il n'y a pas d'eczéna et des femmes qui ne sont pas foutues de se défendre. Vous avez une physiologie qui fait ce qu'elle peut pour survivre. Je finis là-dessus parce que je vous ai dit que c'était un problème de santé publique, que les conséquences de la prise des produits, notamment on l'observe, donc des chutes, des traumatismes, des accidents de la voie publique, parce que quand on est défoncé et qu'on ne le sait pas, on prend le volant, des troubles de l'usage de substances, des addictions, des comportements à risque en tout genre, et notamment on a les troubles du comportement alimentaire. Je vous passe les grossesses non désirées, les risques de contamination infectieuse et toutes les répercussions psychologiques sur les personnes, des scarifications aux tentatives de suicide, au passage à l'acte suicidaire et au décès quand on meurt par overdose. Donc je vous laisserai là-dessus. Les premiers réflexes et les seuls que je vous donnerai à cette date, c'est jamais d'avoir d'idées préconçues. Tout ce que je vous disais là, c'est le sommet du petit bout de l'iceberg de ce que je sais. C'est loin d'être la connaissance globale sur la thématique. On garde l'esprit ouvert, ça bouge. On ne juge pas une personne qui ne souhaite pas déposer plainte. Ça ne le discrédite en rien en disant elle n'est pas sûre d'elle. S'il y a plein d'obstacles au dépôt de plainte, notamment se questionner sur comment est-ce que nous on accueille sa parole et on la prend en charge. On gère l'urgence sanitaire, ça ne demande pas de plainte. C'est 48 heures pour la prophylaxie anti-VIH, pour éviter d'avoir une contamination VIH. C'est 3 jours à 5 jours pour la contraception d'urgence et c'est important d'avoir ça en mémoire. On ne laisse jamais une victime isolée, donc pensez au CRAFS, on est un outil, on est là pour vous, donc vous orientez les victimes vers nous. Et je vais vous laisser uniquement avec cette petite vidéo qui va durer 6 minutes.
Et voilà, merci pour votre attention.